Je m'appelle Chiara et j'ai 34 ans. Grandir dans notre foyer à Atlanta signifiait vivre sous le poids écrasant constant de ma mère, Beverly, et de son obsession pour le statut. Pour elle, la seule chose qui comptait était l'image que nous donnions aux autres dames de sa méga église et du country club exclusif que mon père, Winston, et elle pouvaient à peine se permettre. J'ai toujours été le bouc émissaire, la fille à la peau foncée qui préférait la lecture au bal des débutantes, tandis que ma sœur cadette, Chantelle, était l'enfant prodige. Chantelle était gâtée et prête à tout pour élever son statut social, y compris épouser Spencer, un homme blanc qui jouait le rôle d'un héritier de vieille fortune, mais qui faisait constamment des remarques passives-agressives sur notre culture. Le cliquetis des fourchettes en argent contre la porcelaine fine résonnait dans la salle à manger formelle. 26 de nos parents étaient assis autour de la table immense, mâchant une dinde sèche et prétendant que mes parents étaient l'incarnation de l'excellence noire. Je sirotais tranquillement mon eau, comptant les minutes jusqu'à ce que je puisse m'échapper pour retourner à ma vraie vie, une vie dont aucun d'eux ne connaissait l'existence. Pour eux, j'étais toujours la bizarre déception célibataire, luttant pour joindre les deux bouts. Ils ne savaient pas que j'étais la fondatrice et présidente directrice générale d'une énorme société de holding spécialisée dans l'immobilier commercial et les événements de luxe. Je gardais ma richesse cachée parce que je savais exactement ce qu'ils feraient s'ils le découvraient. Soudain, le bavardage poli s'est tu. Beverly s'est dirigée vers mon siège avec un épais portefeuille en cuir. Elle a claqué la lourde facture de mariage de 78 000 $ directement sur mon assiette. L'impact a renversé mon verre d'eau en cristal, envoyant de l'eau glacée sur mes genoux et la nappe coûteuse. Je l'ai regardée, m'essuyant les mains avec une serviette. Avant même que je puisse demander ce qu'elle faisait, Beverly a projeté sa voix pour que chaque oncle et tante dans la pièce puisse entendre. Puisque tu as 34 ans, que tu es célibataire et que tu ne me donneras manifestement jamais de petits-enfants, tu n'as pas de vraies dépenses. Tu paieras ces 78 000 $ pour Chantelle et son mariage. Spencer vient d'une famille fortunée du Connecticut et nous n'allons pas passer pour une famille de pauvres du ghetto devant ses parents blancs. La pièce entière est devenue silencieuse. L'audace pure de sa demande flottait dans l'air, lourde et suffocante. Elle se tenait là, dans sa robe sur mesure, s'attendant à ce que je sorte mon chéquier et que je finance une fête somptueuse pour impressionner un homme qui nous regardait comme si nous étions des pièces de musée. Chantelle était assise de l'autre côté de la table, souriant d'un air suffisant et faisant tourner son vin, comme si c'était tout à fait normal. Spencer était assis à côté d'elle, cachant un sourire condescendant derrière sa main. J'ai lentement plié ma serviette mouillée et je l'ai placée à côté de l'assiette ruinée. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux et j'ai gardé ma voix parfaitement stable. Je ne paierai pas un seul centime pour ce mariage. Les halètements des tantes de l'église étaient audibles. Mon père, Winston, s'est levé si vite que sa chaise a raclé violemment contre le parquet. Son visage est devenu d'un rouge profond alors qu'il frappait du poing sur la table, faisant trembler la vaisselle. « Tu dois cet argent à ta sœur, Chiara » a-t-il crié, pointant un doigt tremblant vers mon visage. « Chaque personne à cette table est d'accord pour dire que tu lui dois ça. Nous t'avons laissé vivre dans notre sous-sol pendant 2 ans pendant que tu t'amusais avec ce stupide passe-temps d'organisation d'événements. Tu dois ça à cette famille pour avoir supporté tes échecs. » J'ai regardé l'homme qui avait permis les abus émotionnels de ma mère toute ma vie. J'ai pensé à ces 2 années au sous-sol où je travaillais 20 heures par jour à construire mon empire en secret pendant qu'ils se moquaient de moi à l'étage. Ils croyaient sincèrement que je leur étais redevable de m'avoir traité comme un fardeau. J'ai pris mon sac à main et j'ai repoussé ma chaise, m'éloignant de la flaque d'eau renversée. « Alors je suppose que je ne fais plus partie de cette famille » ai-je dit, ma voix dénuée de toute émotion. J'ai tourné le dos aux 26 visages bouche bée et j'ai marché vers la grande entrée. Je voulais juste quitter cette maison toxique et retrouver la paix que je m'étais construite. Mais alors que j'atteignais la poignée en laiton de la porte d'entrée, une main s'est abattue à plat contre le bois juste au-dessus de ma tête. Je me suis retourné pour voir Spencer me bloquer le passage avec un rictus méchant sur le visage. « Tu n'iras nulle part tant que tu n'auras pas accepté de payer pour ce mariage, Chiara » a-t-il murmuré, son haleine sentant légèrement le whisky acide et bon marché. « Tu dois apprendre à montrer le respect qui est dû à tes supérieurs. Tes parents m'ont déjà promis que cet argent serait transféré sur mes comptes d'ici demain matin. Ne me force pas à te donner une leçon de bonne manière ici, devant tout le monde. » Mes yeux se sont rivés sur les siens, et un calme froid et calculateur a envahi tout mon corps. Il se tenait là, bloquant les lourdes portes doubles en acajou de la maison de mes parents.
Spencer était un homme qui portait sa médiocrité avec le genre de confiance suprême que seul un milieu privilégié pouvait fournir. Il s'appuyait contre le cadre de la porte, sentant légèrement le whisky acide et bon marché et une eau de Cologne de créateur écrasante qu'il avait probablement acheté dans un magasin de déstockage. Ses bras étaient croisés sur sa poitrine et un sourire condescendant jouait sur ses lèvres. La salle à manger derrière moi était complètement silencieuse. 26 de mes propres parents de sang étaient assis, paralysés, à cette longue table de salle à manger formelle, regardant un homme qui ne faisait même pas encore officiellement partie de la famille tenter de m'intimider. J'ai regardé mon père, Winston, espérant voir ne serait-ce qu'une lueur de protection paternelle. Il n'y en avait aucune. Il se tenait simplement près de sa chaise, redressant son gilet, donnant implicitement à Spencer la permission de s'occuper de moi. Ma mère, Beverly, hochait même légèrement la tête, comme si mon insubordination nécessitait une main ferme, et Spencer était l'homme tout désigné pour la lui administrer. Ma sœur, Chantel, était assise, faisant tourner son vin, l'air tout à fait satisfaite de la situation. « Allons, Chiara » murmura Spencer. Sa voix était basse, mais dans le silence de mort de la pièce, elle portait avec une clarté cristalline. Elle dégoulinait d'une patience fabriquée, comme s'il parlait à un enfant indiscipliné. « Ne te comporte pas de manière si ghetto. Ce n'est que 78 000 $. Où est-ce que ton petit boulot d'organisation de fête ne paie pas le loyer dans ce mauvais quartier qui est le tien ?» Le mot « ghetto » flottait dans l'air comme une fumée nauséabonde. C'était une micro-agression calculée, une gifle verbale destinée à me remettre à ma place. Il se tenait dans une pièce pleine de noirs, lançant des insultes à connotation raciale, et mes parents, les personnes même qui avaient prêché l'excellence et la fierté noire toute ma vie, ne disaient absolument rien. Ils étaient si désespérés de se rapprocher de la richesse et de la blancheur que Spencer était censé représenter qu'ils étaient prêts à le laisser parler à leur propre fille comme si elle était une ordure sous ses chaussures. Il y a un an, j'aurais peut-être crié. Il y a un an, j'aurais peut-être laissé la colère déborder et leur aurais donné exactement la réaction qu'ils voulaient. Je serais devenu la femme en colère et instable qu'ils aiment tant me dépeindre. Mais je n'étais plus cette femme. J'avais passé des années à développer mon intelligence émotionnelle en même temps que mon portefeuille financier. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas froncé les sourcils. J'ai simplement baissé les yeux sur ses pieds. Il portait ce qui était censé être des mocassins en daim haut de gamme. Mais travailler dans le secteur du luxe vous apprend à remarquer les détails. Les coutures étaient inégales. Le daim était éraflé et s'amincissait sur les bords d'une manière que le cuir italien de première qualité ne ferait jamais. Mes yeux ont lentement remonté le long de son pantalon froissé, passé son blazer de prêt-à-porter, pour finalement se poser sur son poignet gauche. Il portait ce qu'il prétendait être une Rolex submarinée vintage. Chantel s'était vantée de cette montre pendant des semaines, affirmant que c'était un héritage familial transmis par son riche grand-père du Connecticut. J'ai fait un pas lent et délibéré vers lui, envahissant son espace personnel juste assez pour le faire changer de poise inconfortablement. J'ai souri, et c'était le sourire le plus froid, le plus vide que j'ai jamais adressé à un autre être humain. « Surveille ton ton, Spencer » ai-je dit, en gardant ma voix parfaitement égale et assez basse pour qu'ils doivent se forcer pour m'entendre. La richesse murmure, mais ta fausse Rolex, elle, hurle. J'ai vu le sang quitter son visage en un instant. La condescendance suffisante s'est évaporée, remplacée par une panique soudaine et brute. Sa main a instinctivement tressailli vers son poignet comme pour essayer de cacher la montre à ma vue. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai gardé mes yeux rivés sur les siens. Le grossissement sur le guichet de la date est faux, ai-je continué, mon ton conversationnel m'est tranchant comme un rasoir. L'aiguille des secondes fait des sauts au lieu de glisser, et le métal n'a pas le poids approprié. Je le sais parce que ma société acquiert fréquemment des actifs de luxe authentiques pour des clients fortunés. Tu portes une réplique à 200 $. Tout comme ces mocassins d'imitation démodés dans lesquels tu te tiens. Alors avant d'essayer d'insulter mon quartier ou mon entreprise, tu ferais peut-être mieux de t'assurer que ta propre façade n'a pas de fissures. Spencer déglutit difficilement, sa pomme d'Adam oscillant nerveusement. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Le silence complet dans la salle à manger derrière nous me dit que tout le monde avait entendu chaque mot. Ma mère haleta de manière audible. Chantel claqua son verre de vin sur la table. « Bouge », ai-je dit simplement. Spencer a physiquement reculé, s'écartant et m'ouvrant la lourde porte en acajou. Il ressemblait à un ballon dégonflé,
complètement dépouillé de son arrogance mal acquise. Je n'ai pas regardé mes parents. Je n'ai pas regardé ma sœur. Je suis sorti dans l'air frais de la nuit d'Atlanta, la lourde porte d'entrée se refermant derrière moi, coupant le dernier lien avec une famille qui n'avait jamais vraiment voulu de moi. La marche le long de la longue allée sinueuse jusqu'à ma voiture m'a semblé être le réveil d'un cauchemar de 10 ans. La brise d'automne piquante me fouettait les joues, mais c'était incroyablement rafraîchissant. J'avais passé toute ma vie d'adulte à essayer de me contorsionner pour prendre une forme que mes parents approuveraient. J'avais enduré leurs moqueries lorsque j'avais lancé mon entreprise d'organisation d'événements dans leur sous-sol. J'étais restée silencieuse lorsqu'ils rabaissaient mes réussites et louaient Chantel pour avoir simplement trouvé un homme qui conduisait une BMW en leasing. J'ai atteint ma voiture et je l'ai déverrouillée, me glissant dans le siège conducteur en cuir moelleux. Le silence à l'intérieur de l'habitacle était profond. J'ai appuyé mon front contre le volant, prenant une profonde et tremblante inspiration. Je l'avais vraiment fait. J'étais parti. La culpabilité que je m'attendais à ressentir, le lourd fardeau de l'obligation filiale, était complètement absente. À sa place, il y avait un sentiment de liberté puissant et écrasant. Il ne connaissait pas l'empire que j'avais bâti. Il ne connaissait pas les biens immobiliers commerciaux, l'entreprise d'événements de luxe, ni les millions qui reposaient en toute sécurité sur mes comptes d'investissement. Il ne connaissait que la version de moi qu'il voulait voir, un échec qu'il pouvait mépriser. J'ai tendu la main pour appuyer sur le bouton de démarrage lorsque l'écran de mon téléphone s'est soudainement allumé dans le porte-gobelet. C'était une lumière vive et discordante dans l'intérieur sombre de la voiture. Le téléphone a vibré violemment contre le plastique. Je l'ai pris, m'attendant à un barrage de SMS en colère de ma mère ou à un message vocal furieux de mon père exigeant que je revienne m'excuser auprès de Spencer. Mais ce n'était pas un SMS de ma famille. C'était une alerte de sécurité automatisée de ma banque privée. J'ai fixé l'écran lumineux, mes yeux parcourant lentement les mots. Le message disait « Alerte de sécurité, tentative de retrait de 15 000 $ du compte héritage conjoint. Refusé en raison des limites de retrait quotidiennes. » Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Le compte héritage conjoint. Il y a 5 ans, lorsque j'ai commencé à gagner vraiment de l'argent, j'avais discrètement ouvert un compte courant conjoint avec ma mère. J'y avais placé 20 000 $ et lui avais dit qu'il ne devait être utilisé qu'en cas d'urgence absolue, pour des factures médicales ou une crise soudaine. J'avais depuis longtemps transféré mes principaux actifs vers une gestion de patrimoine privé, mais j'avais laissé ce compte ouvert par un sentiment persistant de devoir familial. Elle n'y avait jamais touché, jusqu'à maintenant. J'ai regardé l'horodatage de la notification. Cela s'était produit il y a exactement 2 minutes. Pendant que je descendais l'allée, ma propre mère, au lieu de me courir après, au lieu de m'appeler pour régler la dispute, s'était immédiatement connectée à son application bancaire et avait essayé de vider 15 000 $ de mon argent. Elle ne voulait pas seulement me renier, elle voulait me voler en partant. La méchanceté pure de l'acte m'a paralysé une fraction de seconde. Elle allait prendre mes fonds d'urgence pour payer la compte du lieu de réception pour Chantel et son fiancé faux millionnaire. Elle était prête à voler sa fille bouc émissaire pour financer l'enfant prodige. Un rire sombre et amer s'est échappé de mes lèvres, résonnant dans la voiture silencieuse. Toute trace persistante de sympathie ou de tristesse que je ressentais pour ma famille a complètement disparu, consumée par une détermination froide et brûlante. Il voulait jouer avec mon argent. Il voulait me traiter comme une banque tout en me traitant simultanément comme une ordure. J'ai pris mon autre téléphone, la ligne cryptée que j'utilise strictement pour ma société holding. Il était temps de leur montrer exactement ce qui se passe quand on essaie de brûler le pont de la seule personne qui vous empêche de vous noyer. J'ai cherché dans le compartiment caché de ma console centrale et j'ai sorti mon deuxième téléphone. C'était une ligne sécurisée destinée strictement aux opérations exécutives de ma société holding et seule une poignée de personnes connaissaient même le numéro. J'ai tapoté l'écran et composé la ligne privée de mon gestionnaire de patrimoine, Malik. Il a répondu à la deuxième sonnerie avec son professionnalisme impeccable habituel. Malik, ai-je dit, gardant ma voix basse et stable alors que je naviguais dans les rues sombres loin du quartier de mes parents. Ma mère vient d'essayer de vider le compte héritage que j'avais laissé ouvert pour ses urgences. Je veux que tu le gèles immédiatement. Gèle tout ce qui est associé à leur nom. J'ai entendu une inspiration brusque à l'autre bout du fil. J'avais mis en place ce compte héritage il y a 5 ans, juste après avoir conclu ma première grande transaction immobilière commerciale.
J'avais mis en place un généreux filet de sécurité parce que malgré leur cruauté et leur dénigrement constant, je n'ai jamais voulu voir mes parents se retrouver à la rue. J'avais donné à ma mère un accès limité pour les urgences absolues comme des factures médicales soudaines ou des réparations imprévues de la maison. Je n'aurais jamais imaginé en 1 million d'années qu'elle essaierait de piquer nonchalamment 15 000 $ pour payer un traiteur de mariage juste pour impressionner un escroc raciste. Malik a confirmé que le gel était en place et m'a dit qu'il révoquait ses identifiants d'accès sur tous les plans. Mais je n'avais pas encore fini. J'ai besoin que tu fasses autre chose, lui ai-je dit, en regardant par le pare-brise la pluie qui commençait à tomber sur les routes sombres d'Atlanta. J'ai besoin que tu fasses une vérification complète des antécédents d'un homme nommé Spencer Harrington. C'est le fiancé de ma sœur et il prétend que sa famille vient d'une vieille fortune du Connecticut. Plonge dans ses finances, son historique de crédit, ses antécédents familiaux et sa prétendue entreprise de technologie. Découvre exactement avec qui ma sœur se marie. Malik a promis d'avoir un rapport préliminaire dans l'heure et nous avons raccroché. J'ai laissé tomber le téléphone sécurisé sur le siège passager et j'ai appuyé sur l'accélérateur. Le trajet de retour vers ma vraie maison, un pantouse de plusieurs millions de dollars à Buckhead, m'a donné le temps de digérer l'audace pure de la tentative de vol de ma mère. Mais le calme de la voiture fut incroyablement bref. Mon téléphone personnel principal a commencé à vibrer violemment dans le porte-gobelet. L'identification de l'appelant affichait le nom de ma mère. Une partie de moi voulait l'ignorer complètement, le laisser sonner dans le vide pour toujours. Mais une autre partie de moi, celle qui avait passé 34 ans à avaler ses abus et à accepter son manque de respect, voulait entendre exactement ce qu'elle avait à dire maintenant qu'elle avait été prise la main dans le sac. J'ai appuyé sur le bouton de réponse et j'ai mis l'appel sur haut-parleur. Le son de sa voix aiguë et paniquée a instantanément rempli l'habitacle de la voiture. « Chiara, qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle crié, sa voix se brisant de rage hystérique pure. « Je suis ici à la table à manger avec Spencer et Chantel, et je viens de recevoir une alerte du traiteur. Ils ont dit que le paiement de la compte a été refusé. » Refusé, Chiara. Tu as intérêt à réparer le bug que tu as causé tout de suite parce que je ne vais pas passer pour une idiote devant mon futur gendre. J'ai gardé les yeux sur la route, ma prise détendue sur le volant en cuir. Il n'y a pas de bug, maman, ai-je répondu, ma voix complètement dépourvue de la panique qu'elle attendait. Le compte est gelé. Tu as essayé de voler 15 000 $ d'un fonds d'urgence médicale pour payer un mariage que je t'ai explicitement dit que je ne financerais pas. Tu n'as absolument aucun droit sur cet argent, et maintenant tu y as perdu l'accès de façon permanente. Le silence à l'autre bout du fil a duré 3 longues secondes avant que l'explosion ne se produise enfin. « Comment oses-tu me parler de droit ?» a-t-elle hurlé si fort que les haut-parleurs de la voiture se sont déformés et ont grésillé. « Je t'ai donné la vie. Tu dois tout ce que tu as à cette famille. Nous essayons d'assurer un avenir convenable à ta sœur avec un homme de statut et de richesse extrême et tu te comportes comme une gamine de ghetto égoïste pour quelques sous. Tu vas débloquer cette carte sur le champ où je te jure devant Dieu, Chiara, je vais te ruiner. Je vais monter directement en chair à l'église ce dimanche et dire au pasteur Thomas et à toute la congrégation que tu voles ta propre famille. Je leur dirai que tu es une toxicomane. Je ferai en sorte que tu ne puisses plus jamais te montrer à Atlanta. » Elle utilisait comme une arme sa source de pouvoir ultime, qui était sa réputation sans faille à la méga-église. Pendant des années, elle avait maintenu cette façade parfaite d'excellence noire parmi les tentes de l'église et l'élite du country club. Elle pensait honnêtement que la menace d'humiliation publique me briserait. Elle pensait que j'étais encore cette petite fille terrifiée vivant dans son sous-sol, désespérée de son approbation. « Maman, ai-je dit, laissant échapper un rire froid et dur. Tu peux aller à l'église et leur raconter n'importe quel conte de fées que tu veux. Tu peux le crier depuis le toit du country club si ça te fait du bien. Mais la vérité, c'est que tu es une voleuse qui vient de se faire couper l'accès au seul argent réel que tu avais. Tu n'as absolument plus aucun pouvoir sur moi. Amuse-toi bien à expliquer à ton riche futur gendre pourquoi tu ne peux même pas lui payer le dîner. » J'ai tendu la main et j'ai appuyé sur le bouton rouge, mettant fin à l'appel en plein milieu de ses cris frénétiques. J'ai immédiatement bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué mon père. Puis j'ai bloqué Chantel. Le silence qui a envahi la voiture après cela était le son le plus doux que j'ai jamais entendu. J'en avais enfin terminé. Je suis arrivé dans le parking souterrain privé de mon immeuble quelques minutes plus tard. Le gardien de sécurité a hoché la tête respectueusement alors que je sortais de la voiture et que je me dirigeais vers le hall. Juste au moment où j'entrais dans l'ascenseur privé,
mon téléphone sécurisé a vibré dans ma main. C'était Malik qui me rappelait, bien plus tôt que prévu. Les portes de l'ascenseur se sont refermées, m'enfermant dans une boîte métallique silencieuse alors que je répondais à l'appel. « Chiara » dit-il, sa voix complètement dépouillée de son calme professionnel habituel. « Il faut que tu vois ce dossier que je t'envoie sur ta tablette sécurisée tout de suite. » J'ai fait la vérification des antécédents de Spencer Harrington comme tu l'as demandé, mais le truc, c'est que Spencer Harrington n'existe pas. L'ascenseur a commencé sa rapide ascension vers le Penthouse, mais j'avais l'impression que mon cœur plongeait dans mon estomac. « Comment ça, il n'existe pas ?» ai-je demandé, en serrant fermement le téléphone. Malik a pris une profonde inspiration. « Je veux dire, l'homme que ta sœur épouse a complètement fabriqué son identité. Son vrai nom est Spencer Todd et il est à des années-lumière d'être de la vieille fortune. C'est un fantôme, Chiara, un fantôme fauché et désespéré. » L'ascenseur a sonné et les portes se sont ouvertes sur mon magnifique hall d'entrée, mais je ne pouvais pas bouger un seul muscle. L'héritier riche et sophistiqué qui venait d'insulter mon quartier et de traiter mes parents comme des serviteurs n'était rien de plus qu'un escroc bon marché. Et ma famille venait de parier tout son avenir financier sur un homme qui les menait complètement en bateau. Exactement une semaine plus tard, je me tenais sur le balcon du 2e étage d'une boutique de mariage de luxe nichée en plein cœur de Buckhead. Je n'étais pas là pour acheter une robe de mariée. Je faisais une visite de routine de la propriété avec la gérante de la boutique, Elena, parce que ma société immobilière commerciale possédait en fait tout le bâtiment. Elena me montrait les suites d'essayage personnalisés récemment rénovées quand une voix aiguë et soudaine a complètement brisé l'élégance tranquille du showroom. J'ai reconnu cette voix instantanément. C'était le ton exact, fort et autoritaire, que ma mère Beverly utilisait chaque fois qu'elle sentait que son autorité fabriquée était contestée par quelqu'un qu'elle considérait comme inférieur. Je me suis approché de la balustrade en verre du balcon qui surplombait le showroom principal. En bas, se tenant directement devant le comptoir de caisse en marbre, se trouvait ma mère, accompagnée de ma sœur Chantelle et de son fiancé Spencer. Chantelle portait une robe de créateur sur mesure à couper le souffle. C'était un chef-d'œuvre de 14 000 $ en soie importée et en dentelle française délicate. Elle avait l'air d'une reine, mais son visage était tordu en une vilaine grimace de privilégié. L'associée de vente derrière le comptoir était une jeune femme qui avait l'air absolument terrifiée. Elle tenait la carte de crédit en platine de ma mère et la faisait glisser nerveusement sur la surface en marbre. La machine a de nouveau refusé la transaction, madame, dit doucement la jeune fille, la voix tremblante. Ma mère a claqué sa main lourdement manucurée sur le comptoir, faisant trembler les présentoirs décoratifs en cristal. Repassez la carte, a-t-elle exigé. Vous faites manifestement quelque chose de mal parce que cette carte a une limite plus élevée que tout votre salaire annuel. Je fais du shopping à Buckhead depuis plus de 20 ans et je n'ai jamais été traité avec un tel manque de respect. L'associé de vente terrifié a tapé frénétiquement sur son clavier et a passé la carte de platine une 3e fois. La machine a émis un bip fort et odieux. Je suis vraiment désolé, mais le système dit que vous devez contacter votre banque immédiatement, a chuchoté la fille. Ma mère est complètement sortie de son scénario. Elle a levé les bras en l'air et a décidé de jouer la carte de la victime ultime en plein milieu de la boutique de luxe. C'est de la discrimination flagrante, a-t-elle crié assez fort pour que chaque riche marié dans le magasin s'arrête et la dévisage. Vous voyez une famille noire prospère essayant d'acheter une robe à 14 000 $ et vous supposez automatiquement que notre argent n'est pas bon. Vous bloquez délibérément ma carte parce que vous ne supportez pas de nous voir connaître le vrai luxe. Appelez-moi le directeur du magasin tout de suite parce que je vais vous faire perdre votre emploi pour profilage racial. La pauvre associée de vente avait l'air sur le point d'éclater en sanglots. Spencer se tenait légèrement derrière Chantelle, regardant maladroitement le sol tandis que ma sœur menaçait bruyamment d'appeler ses avocats. C'était un étalage pathétique et humiliant de fausses richesses masquant un véritable sentiment de droit. J'ai regardé Elena, qui se tenait à côté de moi, l'air complètement horrifié par l'agitation qui ruinait la tranquillité de son magasin. J'ai posé une main apaisante sur son bras. « Laisse-moi m'en occuper », lui ai-je dit. J'ai lentement descendu le grand escalier majestueux. Le clic doux et sec de mes talons de créateur sur les marches en marbre a attiré leur attention un par un. Alors que j'atteignais la dernière marche, ma mère a croisé les bras et m'a regardé avec un venin pur. « Chiara, qu'est-ce que tu fiches ici ?» a-t-elle lancé, sa voix résonnant dans la grande pièce. « Tu nous as suivis ? Tu harcèles ta sœur parce que tu es si misérable et jalouse de son bonheur ?
J'ai complètement ignoré son insulte et je suis passé directement devant elle jusqu'au comptoir en marbre. J'ai regardé l'associé de vente paniqué et je lui ai fait un signe de tête rassurant. « Vous pouvez aller dans l'arrière-boutique un moment ?» lui ai-je dit. Elle s'est rapidement retirée, me laissant face à face avec ma mère, ma sœur et l'escroc qu'elles essayaient si désespérément d'impressionner. « Ce n'est pas du racisme, maman » ai-je dit, ma voix se projetant clairement à travers la boutique silencieuse. « C'est simplement des fonds insuffisants. » La bouche de ma mère s'est ouverte de choc. « Comment oses-tu » a-t-elle haleté, faisant un pas agressif vers moi. « Je viens de te regarder essayer d'acheter une robe à 14 000 $ avec une carte liée à un compte héritage que j'ai personnellement gelé la semaine dernière, ai-je expliqué, en gardant un ton complètement égal et calme. Pensais-tu vraiment que je ne sécuriserais pas mes propres actifs financiers après que tu aies essayé de me voler 15 000 $ à Thanksgiving? Tu as un solde de zéro absolu sur cette carte, et ton propre compte courant personnel est actuellement dans le négatif. Tu fais une scène énorme et tu t'embarrasses pour absolument aucune raison. Chantelle s'est avancée, sa lourde robe de mariée en soie bruissant agressivement contre le sol. Elle a pointé un doigt manucuré à la française directement sur mon visage. « Tu es une personne si amère et haineuse, Chiara » a-t-elle ricané. « Tu as gelé le compte de maman juste pour saboter mon mariage parce que tu ne peux pas trouver un homme toi-même. Tu veux que j'ai l'air bon marché devant la famille de Spencer, mais ça ne marchera pas. » Chantelle s'est tournée vers Spencer, sa voix se transformant soudainement en une plainte douce et trop dramatique. « Spencer, bébé, montre-leur, dit-elle en battant des cils et en faisant la moue. Montre à ma sœur jalouse comment les vrais hommes traitent leurs femmes. Paie la robe et ne la laisse pas gâcher mon jour spécial. » Spencer a redressé sa posture et s'est éclairci la gorge bruyamment. Il m'a jeté un regard d'une arrogance pure et sans mélange. C'était le genre de regard qu'un homme donne quand il pense détenir tout le pouvoir dans la pièce. Avec un sourire suffisant et satisfait, il a plongé la main dans la poche intérieure de sa veste sur mesure et en a sorti une lourde carte en métal noir mat. Elle a atterri sur le comptoir en marbre avec un bruit métallique sourd et solide. « Mettez la robe là-dessus » m'a-t-il dit, sa voix dégoulinant d'une condescendance absolue. « Et ajoutez une bouteille de votre meilleur champagne pour le désagrément. Nous n'avons pas besoin de tes petits comptes gelés, Chiara. La vraie richesse s'occupe de ses propres affaires. » L'associé de vente terrifié a lentement tendu sa main tremblante pour prendre la lourde carte en métal noir. Toute la boutique de luxe semblait retenir son souffle alors qu'elle glissait le métal épais dans le lecteur de puce. Spencer se tenait droit, bombant le torse et ajustant les poignets de son blazer bon marché pendant que Chantelle me jetait un regard de triomphe absolu. Ils étaient si certains que ce morceau de métal allait remettre la sœur célibataire amère à sa place et valider toute leur existence. La machine de carte de crédit a traité pendant ce qui a semblé une éternité. Puis est venu le son qui resterait à jamais gravé dans ma mémoire. Un bip fort et sec a résonné dans le showroom silencieux, suivi immédiatement d'un deuxième bip agressif. L'écran lumineux a clignoté avec des lettres rouges vives épelant le mot « refusé ». Le sourire triomphant a disparu du visage de Chantelle, instantanément remplacé par un regard de pure confusion. Spencer a cligné des yeux rapidement, la mâchoire tombante alors qu'il fixait la petite machine en plastique comme si elle venait d'insulter ses ancêtres. « Repassez-la » a-t-il exigé, sa voix perdant son ton lisse et confiant et se fissurant légèrement de panique. « C'est juste une mesure de sécurité parce que ma banque est incroyablement stricte sur les gros achats nationaux pour protéger mes actifs. » La pauvre associée de vente a appuyé sur quelques boutons et a réessayé la transaction. La machine a émis le même double bip odieux. « Je suis vraiment désolé, monsieur, mais la banque m'ordonne de confisquer la carte, » a-t-elle chuchoté, sa voix à peine audible par-dessus la douce musique de fond. Une épaisse couche de sueur a soudainement perlé sur le front de Spencer, scintillant sous les lustres en cristal. Il a agressivement arraché la carte des mains de l'associé avant qu'elle ne puisse la lui prendre. « C'est complètement ridicule, » balbutia-t-il en s'essuyant le front du dos de la main. « C'est une alerte à la fraude. Mon équipe de gestion de patrimoine a fixé des limites strictes à cause de tous mes voyages internationaux. Ils bloquent toujours mes comptes quand ils voient une activité nationale inhabituelle pour protéger mon portefeuille offshore. » Il a regardé Chantelle, lui offrant un sourire désespéré et nerveux. « Ne t'inquiète pas, bébé. Je vais juste appeler mon banquier privé et régler ça en 5 minutes. Je n'ai plus pu me retenir. » Un rire fort et sincère a éclaté de ma poitrine, résonnant contre les murs en marbre de la boutique. Ce n'était pas un petit rire poli,
mais un rire profond et franc qui a fait se retourner et dévisager les autres clients fortunés. Voyages internationaux, ai-je répété, en m'approchant du comptoir pour pouvoir le regarder droit dans ses yeux paniqués. Spencer, le seul endroit où tu as voyagé récemment, c'est au tribunal de faillite du comté de Fulton. J'ai vu son visage se vider de toute couleur jusqu'à ce qu'il ait l'air physiquement malade. J'ai fait un autre pas en avant, comblant la distance entre nous. Mon gestionnaire de patrimoine a fait une vérification très approfondie de tes antécédents ce matin. Spencer Todd, ai-je dit, en veillant à bien souligner son vrai nom de famille. Tu n'as pas de banquier privé. Tu n'as pas d'équipe de gestion de patrimoine. Tu es noyé sous 75 000 $ de dettes de carte de crédit non garantie, et ton score de crédit actuel aussi à peine à 520. Cette lourde carte en métal que tu viens de claquer sur le comptoir est une carte prépayée sécurisée que tu as commandée en ligne pour avoir l'air important. Elle a été refusée parce que tu n'as même pas assez d'argent dessus pour acheter le champagne bon marché que tu viens de demander avec arrogance, et encore moins une robe de mariée sur mesure à 14 000 $. Le silence dans la boutique de mariage était absolu. Personne ne bougeait. Les autres mariés et leurs entourages regardaient bouche bée le spectacle qui se déroulait au centre de la pièce. Chantelle avait l'air d'avoir été physiquement frappée. Elle fixait Spencer, attendant qu'il nie furieusement mes accusations, attendant qu'il me remette à ma place avec la preuve de son immense richesse. Mais Spencer se tenait juste là, transpirant abondamment, fixant le sol en marbre, incapable de regarder sa fiancée dans les yeux. C'est à ce moment-là que ma mère, Beverly, a craqué. Elle ne pouvait pas supporter la réalité que son fantasme d'ascension sociale parfaite s'effondrait devant un public d'élite de Buckhead. Elle s'est jetée en avant, se plaçant physiquement entre moi et Spencer comme un chien de garde protégeant un animal blessé. « Tu es une menteuse, Chiara » a-t-elle crié, en pointant son doigt à quelques centimètres de mon visage. « Tu es une petite menteuse amère et jalouse. Tu as toujours été obsédée par l'idée de ruiner le bonheur de ta sœur parce que tu sais que tu ne seras jamais aussi belle ou aussi réussie qu'elle. » J'ai regardé la femme qui m'avait mise au monde, ne ressentant rien d'autre qu'une profonde pitié. Elle était si aveuglée par son obsession du statut qu'elle défendait littéralement un escroc qui essayait d'arnaquer sa propre fille. Tu es si misérable que tu as engagé quelqu'un pour pirater les comptes bancaires de Spencer et saboter son crédit juste pour nous embarrasser, a continué Beverly, sa voix résonnant contre les hauts plafonds. Tu as gelé mes comptes et maintenant tu attaques numériquement mon futur gendre. Tu es un monstre, Chiara. Elle s'est tournée vers la gérante du magasin terrifiée qui était sortie en courant de l'arrière-boutique en entendant les cris. Nous serons de retour demain, a-t-elle annoncé, en ajustant son sac à main de créateur avec des mains tremblantes. Nous apporterons de l'argent liquide. Nous n'avons pas besoin de nous occuper de ce système électronique en panne ou de cette femme jalouse et instable une minute de plus. Viens, Chantelle. Spencer, nous quittons cet environnement hostile tout de suite. Beverly a attrapé Chantelle par le bras, la tirant loin de la belle robe de mariée qu'elle admirait. Chantelle pleurait maintenant, de vraies larmes d'humiliation coulant sur son visage alors qu'elle laissait sa mère la traîner vers les portes de sortie en verre. Spencer s'est précipité après elle, ressemblant à un chien battu, désespéré d'échapper au regard jugeur de toute la boutique. Ils étaient presque sortis quand mon père Winston, qui attendait dehors dans le véhicule de luxe, est entré pour voir ce qui prenait tant de temps. Il a jeté un regard à sa femme hystérique, à son enfant prodige en pleurs et à un Spencer en sueur, et a immédiatement tourné sa colère contre moi. Il s'est approché du grand escalier où je me tenais. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il ne se souciait pas de la vérité. Il se souciait seulement que sa famille ait l'air ridicule, et il savait exactement qui blâmer. « Tu es morte pour nous, Chiara » a grogné Winston, sa voix tremblant de haine pure. « Ne nous appelle plus jamais. N'essaie plus jamais de contacter ta sœur, et ne pense même pas à te montrer au dîner de répétition au domaine Grand Onyx la semaine prochaine. Si tu mets un pied sur cette propriété, je te ferai arrêter pour violation de propriété. » Il s'est retourné et est sorti en trombe par les portes en verre, suivant le reste de sa famille fracturée dans le parking. Je suis resté sur la dernière marche du grand escalier, regardant leur véhicule s'éloigner à toute vitesse. Un lent et froid sourire s'est étendu sur mon visage alors que je pensais à sa dernière menace. Mon père venait de m'interdire explicitement d'assister au dîner de répétition au domaine Grand Onyx. C'était le lieu d'événement le plus exclusif et le plus recherché de toute la région métropolitaine, connu pour son architecture à couper le souffle et ses frais de location astronomiques. C'était aussi le joyau de mon portefeuille immobilier commercial.
Je détenais l'acte de propriété du domaine Grand Onyx, et j'avais très hâte d'accueillir ma famille sur ma propriété la semaine prochaine. J'ai quitté la boutique de mariage, laissant le chaos derrière moi. Au moment où j'ai atteint mon Penthouse, le soleil du soir plongeait sous l'horizon d'Atlanta, projetant de longues ombres sur mon bureau. Malik attendait déjà sur la ligne sécurisée. Je me suis versé un verre d'eau pétillante et j'ai ouvert les fichiers cryptés qu'il m'avait envoyés sur ma tablette. « Dis-moi tout », ai-je dit en traçant mon doigt sur le dossier numérique à l'écran. Malik n'a rien retenu. Il a expliqué que Spencer Harrington était en fait Spencer Todd. L'homme n'avait pas de fonds en fiducie, pas de domaine dans le Connecticut, et certainement pas d'entreprise de technologie de luxe. C'était un représentant commercial de niveau intermédiaire qui avait été licencié il y a 6 mois pour fraude sur les notes de frais. Mais ce n'était même pas le pire. Spencer était noyé sous 300 000 $ de dettes de jeux clandestins. Il devait de l'argent à des gens à qui il ne vaut mieux pas devoir de l'argent. Il avait rebondi de ville en ville, menant de petites escroqueries juste pour rester à flot. Cette lourde carte en métal qu'il a claquée sur le comptoir de la boutique était une carte prépayée sécurisée qu'il avait achetée en ligne pour maintenir sa façade de riche. Son score de crédit réel oscillait autour de 520. Il était désespéré et cherchait un gain rapide pour sauver sa peau, et il pensait avoir trouvé la cible parfaite en ma sœur. J'ai secoué la tête avec incrédulité, prenant une lente gorgée de mon eau. Alors, il a ciblé Chantelle parce qu'il pensait que mes parents étaient riches, ai-je réfléchi à voix haute. Il les a probablement vus se pavaner au country club et a supposé qu'ils avaient les poches profondes. Malik est resté silencieux un moment, puis il a lâché la vraie bombe. « Chiara, dit-il, sa voix devenant soudain très sérieuse. J'ai dû examiner l'empreinte financière de tes parents après que ta mère a essayé de vider ton compte héritage la semaine dernière. Je devais m'assurer que ta société holding était complètement isolée de leurs responsabilités potentielles. Ce que j'ai trouvé était stupéfiant. » Il a affiché un deuxième ensemble de documents sur mon écran. Mes parents, la royauté autoproclamée de leur méga-église, étaient entièrement en faillite. Ils avaient contracté une énorme deuxième hypothèque sur leur maison coloniale juste pour maintenir les apparences. Beverly avait maximisé cette carte de crédit différente pour acheter des vêtements de marque à Chantelle, pour payer ses cotisations exorbitantes au country club et pour financer ce ridicule style de vie riche de l'excellence noire juste pour impressionner Spencer. Ils avaient même contracté un prêt personnel à taux d'intérêt élevé pour couvrir les acomptes initiaux du mariage. Ils étaient littéralement à quelques mois d'une saisie immobilière totale et d'une ruine financière complète. J'ai fixé les chiffres rouges qui saignaient sur l'écran, la prise de conscience m'envahissant lentement. Ils pensent que Spencer va les sauver, ai-je murmuré, les pièces du puzzle s'emboîtant enfin. Malik l'a confirmé. Tes parents croient que Spencer va rembourser toutes leurs dettes croissantes dès qu'il épousera ta sœur. Ils avancent l'argent pour ce mariage somptueux parce qu'ils le considèrent comme un investissement commercial nécessaire. Ils pensent s'assurer un gendre milliardaire qui élèvera leur statut et effacera leur ardoise financière. Pendant ce temps, Spencer pense qu'il se marie dans une riche famille d'Atlanta qui remboursera nonchalamment sa dette de jeu de 300 000 $ pour protéger leur nom de famille. Un rire sincère a jailli de ma poitrine et a résonné dans le Penthouse vide. Il a commencé petit mais a rapidement grandi jusqu'à ce que je doive poser mon verre d'eau sur le bureau. C'était un chef-d'œuvre d'ironie absolue. Les deux parties étaient complètement fauchées. Les deux parties menaient une escroquerie élaborée et désespérée en prétendant être incroyablement riches juste pour plumer l'autre. Mes parents simulaient leur style de vie opulent pour piéger un faux millionnaire, et Spencer simulait son immense richesse pour piéger de faux riches. C'étaient deux navires en perdition essayant frénétiquement de s'ancrer l'un à l'autre, ignorant complètement qu'ils allaient tous les deux tout droit au fond de l'océan. J'ai pensé à la façon dont ma mère m'avait regardé dans cette boutique de mariage. Elle m'avait traité de monstre jaloux et instable. Elle m'avait humilié devant des étrangers juste pour protéger un homme qui l'escroquait activement. J'ai pensé à mon père pointant son doigt sur moi, me disant que j'étais morte pour eux. Il m'avait jeté pour protéger un fantasme. Il m'avait traité d'échec du ghetto et m'avait banni de ma propre propriété parce qu'il pensait que leur faux milliardaire était leur ticket d'or pour sortir de la pauvreté qu'ils avaient secrètement créée pour eux-mêmes. Et la partie la plus belle et poétique de tout ce désastre était que la seule vraie millionnaire, la seule personne qui possédait le genre de richesse qu'ils prétendaient tous avoir, était la fille qu'ils venaient de renier publiquement. Ils avaient coupé les ponts avec leur seule véritable bouée de sauvetage pour s'accrocher à un homme qui allait les entraîner dans une ruine absolue. Je me suis dirigé vers les baies vitrées, regardant les lumières de la ville commencer à scintiller à travers Atlanta.
Mon père m'avait explicitement interdit d'assister au dîner de répétition au domaine Grand Onyx la semaine prochaine. Il avait menacé de me faire arrêter pour violation de propriété sur un bien que je possédais légalement. J'ai tapoté mes ongles manucurés contre la vitre fraîche, ressentant un sentiment de paix profond et intense s'installer en moi. Pendant toute ma vie, j'avais supplié pour avoir une place à leur table. Maintenant, je possédais la table, le bâtiment et le terrain sur lequel il était construit. Malik, ai-je dit, ma voix froide et précise. Je veux que tu prépares les avis d'expulsion pour la maison coloniale de mes parents puisque ma société holding a récemment acquis leur deuxième hypothèque en défaut de paiement. Ensuite, je veux que tu rédiges l'annulation formelle du contrat de location du domaine Grand Onyx pour non-paiement du solde restant. Je n'allais pas simplement assister à ce dîner de répétition. J'allais l'organiser et j'allais laisser ces deux escroqueries entrer en collision et exploser de manière spectaculaire juste devant tout leur cercle social de la haute société. Le week-end est arrivé, apportant avec lui une chaleur lourde et oppressive qui s'est installée sur la ville comme une couverture humide. J'étais assise à l'îlot de ma cuisine, buvant un café noir et examinant les documents d'expulsion préliminaires que Malik avait rédigés pour la maison de mes parents, lorsque mon téléphone personnel a vibré contre le comptoir en marbre frais. C'était un SMS de tante Vonda, la sœur aînée de mon père et la seule personne de toute ma lignée qui possédait réellement une boussole morale fonctionnelle. Le message était frénétique et rempli de fautes de frappe, indiquant qu'elle tapait à la hâte. Elle m'a dit que je devais me rendre immédiatement à l'église parce que Beverly tenait un cercle de prière spécial avant le service principal du dimanche et qu'elle faisait de moi le centre d'une horrible tragédie inventée. Je n'ai même pas changé mon tailleur d'affaires vers Emerald. J'ai pris mes clés et j'ai conduit directement à la méga-église Glorious Light, un complexe tentaculaire de verre et d'acier où ma mère vénérait le statut social bien plus qu'elle ne vénérait une quelconque puissance supérieure. En franchissant les immenses portes doubles du sanctuaire, j'ai instantanément senti le poids lourd d'une centaine de regards jugeurs se poser sur moi. Les tantes de l'église assises dans leurs bancs désignés avec leurs grands chapeaux ostentatoires ont complètement arrêté leur conversation feutrée alors que je descendais l'allée moquettée. Elles me regardaient avec un dégoût non dissimulé et chuchotaient derrière leur programme brillant, rapprochant leur sac de créateurs de leur corps comme si je pouvais tendre la main et leur arracher leur portefeuille en plein dans la maison du Seigneur. Tout au fond de l'église, agenouillée à l'autel, se trouvait ma mère. Elle donnait une performance à couper le souffle qui méritait vraiment le grand écran. Beverly serrait la main du pasteur Thomas, ses épaules secouées de sanglots bruyants et dramatiques, tandis que Chantel se tenait à côté d'elle, lui frottant le dos dans une démonstration de dévotion filiale parfaite. Je pouvais entendre la voix tremblante de ma mère se propager dans le sanctuaire silencieux alors qu'elle implorait Dieu de sauver sa fille aînée des sombres démons de la dépendance. Elle utilisait littéralement sa foi comme une arme pour détruire ma réputation avant que je ne puisse exposer leur faillite imminente. Avant que je puisse m'approcher de l'autel, une main chaude a saisi mon bras et m'a tiré dans l'alcôve ombragée près de la sortie latérale. C'était tante Vonda. Son visage était marqué d'une profonde inquiétude, et elle a regardé nerveusement autour d'elle pour s'assurer qu'aucune des commères de l'église n'était assez proche pour entendre notre conversation. « Ma chérie » a-t-elle murmuré, sa voix épaisse d'inquiétude et d'incrédulité. « Ta mère a dit au pasteur que tu avais demandé à Spencer un prêt de 78 000 $ pour rembourser des dettes de drogue. Elle a dit à toute la congrégation que tu avais piraté ses comptes bancaires parce que tu étais désespéré pour de l'argent pour des pilules et que c'est pourquoi Spencer avait dû geler ses cartes de crédit pour protéger les finances de la famille. Tu dois monter là-haut et laver ton nom tout de suite, Kiara, avant qu'elle ne te ruine définitivement. » Je suis resté là, dans l'alcôve silencieuse, laissant l'absurdité pure du mensonge m'envahir. Beverly avait pris le montant exact de cette lourde facture de mariage reliée en cuir qu'elle m'avait balancée au visage à Thanksgiving et l'avait transformée en une dette de drogue fictive. Elle utilisait ce mensonge élaboré pour expliquer exactement pourquoi la carte de Spencer avait été refusée à la boutique de mariage de luxe, prétendant qu'il avait dû geler son immense richesse pour empêcher une toxicomane désespérée de le voler. C'était une histoire de couverture brillamment diabolique destinée à expliquer leur soudain manque de fonds tout en assassinant simultanément ma réputation pour que personne ne croie jamais un seul mot de ce que je dirais si j'essayais de dire la vérité sur leur ruine financière. Il y a un an, l'injustice pure de tout cela m'aurait complètement brisé. Je serais monté directement à cet hôtel, j'aurais arraché le microphone au pasteur Thomas et j'aurais crié la vérité absolue jusqu'à ce que ma gorge saigne. Je leur aurais donné la réaction instable et colérique exacte dont ils avaient besoin pour prouver leur point de vue à la congrégation. Mais en regardant ma mère jouer sa comédie de victime éplorée, je n'ai ressenti absolument rien d'autre qu'un calme froid et calculateur.
J'ai regardé tante Vonda et j'ai doucement tapoté sa main tremblante. Je ne vais pas discuter avec une femme qui doit mentir à Dieu juste pour protéger un escroc, lui ai-je dit, en gardant ma voix parfaitement stable et sereine. Le service principal commençait et la musique de l'orgue a commencé à enfler à travers les énormes haut-parleurs, résonnant contre les hauts plafonds voûtés. Les huissiers parcouraient les allées avec les lourdes assiettes de collecte en laiton. Sœur Patterson, la trésorière de l'église, qui était tristement célèbre pour mémoriser exactement combien chaque famille donnait et en faire des commérages toute la semaine, descendait notre allée spécifique. J'ai cherché dans la poche intérieure de mon blazer de créateur et j'ai sorti le chéquier directement lié à ma société holding immobilière commerciale. J'ai rapidement rédigé un chèque de digne de $10 000. J'ai veillé à l'écrire lentement et clairement pour que le nom imprimé en gras de ma société holding de plusieurs millions de dollars soit parfaitement visible tout en haut du papier. Alors que Sœur Patterson s'approchait avec le nez en l'air de pur jugement, j'ai nonchalamment laissé tomber le chèque impeccable sur le tas de billets de $1 froissés et de menu monnaie. Ses yeux se sont immédiatement posés sur le montant, et j'ai vu sa mâchoire tomber littéralement alors qu'elle lisait les chiffres stupéfiants et le nom de l'entreprise attachée à la prétendue toxicomane. Je me suis retourné vers ma tante avec un sourire froid et triomphant. « Laisse-les parler, ma tante » ai-je dit en tournant les talons pour sortir du sanctuaire. La vérité sera plus forte. Je suis sorti dans la lumière aveuglante du dimanche, ressentant un profond changement dans l'univers. Les lourdes portes en bois de la méga-église Glorious Light se sont refermées derrière moi, étouffant les murmures et les fausses larmes de ma mère. Tante Vonda m'a suivi jusqu'à ma voiture, me faisant un signe de tête silencieux d'approbation avant de se diriger vers son propre véhicule. Je savais que le chèque de $10 000 provoquait déjà un énorme tremblement de terre dans la salle de comptage de l'église. Sœur Patterson ne pourrait pas se taire car son addiction au commérage était bien plus forte que sa loyauté envers l'histoire sanglotante fabriquée de ma mère. Le moulin à rumeurs allait entièrement jouer en ma faveur, mais j'avais un poisson bien plus gros à frire. 3 jours plus tard, j'étais assise dans mon bureau de Penthouse en centre-ville, examinant les plans d'un nouveau développement commercial, lorsque mon téléphone portable personnel a vibré contre le bureau en verre frais. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai vu le nom de ma sœur Chantelle clignoter sur l'écran. J'ai pris le téléphone, m'attendant pleinement à une autre tirade dérangée ou à une menace illégale de mon père puisqu'il m'avait banni de la famille. Au lieu de cela, c'était un SMS très formel, incroyablement condescendant, qui dégoulinait pratiquement de fausse supériorité. Malgré ton comportement embarrassant et franchement dérangé à la boutique de mariage la semaine dernière, Spencer et moi avons décidé d'être les plus grands, a écrit Chantelle. Les parents extrêmement riches de Spencer arrivent directement de leur domaine privé dans le Connecticut, et nous avons besoin que l'image de la famille soit absolument parfaite. Nous t'autorisons à assister au dîner de répétition au domaine Grand Onyx ce vendredi. S'il te plaît, essaie de porter quelque chose de bon marché et de discret pour ne pas te faire remarquer ou nous embarrasser devant la vraie haute société. J'ai lu le message 3 fois, laissant l'audace pure de ces mots m'envahir. Mon père avait explicitement menacé de me faire arrêter si je mettais un pied sur la propriété, mais de toute évidence, Chantelle et Beverly l'avaient emporté sur lui. Elle ne voulait pas que je sois là pour me réconcilier ou pour faire la paix. Elle voulait que je sois là pour servir de sœur pauvre et amère dans leur pièce de théâtre tordue. Elles avaient besoin d'un public pour assister à leur glorieuse ascension au statut de faux milliardaire. Et qui de mieux à humilier que la sœur qu'elles avaient toujours méprisée. Elles me suppliaient pratiquement de venir me faire remettre à ma place par la dynastie fictive du Connecticut de Spencer. C'était un niveau de délire spectaculaire, considérant que Spencer était un escroc fauché qui avait probablement engagé des acteurs pour jouer ses riches parents. J'ai pris mon téléphone de bureau et j'ai composé la ligne directe du directeur général du domaine Grand Onyx. Le lieu était une immense propriété de 30 acres avec du marbre italien importé, une grande salle de bal, des lustres en cristal et des jardins botaniques. Il était généralement réservé 2 ans à l'avance et coûtait une petite fortune juste pour le réserver. Le fait que mes parents en faillite aient réussi à obtenir une place de dernière minute suite à une annulation était un miracle qu'ils attribuaient probablement à leur vie de prière intense, mais cela allait devenir leur pire cauchemar. Marcus a répondu à la 2e sonnerie, sa voix nette et professionnelle. Marcus, j'ai besoin que tu sortes le dossier de réservation pour le dîner de répétition Wilson et Todd prévu ce vendredi soir, lui ai-je demandé. J'ai entendu le cliquetis rapide de son clavier à travers le haut-parleur. Oui, madame. Je l'ai juste ici, a-t-il dit, son ton devenant légèrement désolé. J'allais justement vous appeler à propos de ce compte spécifique avant la fin de la journée.
Les clients ont payé la compte initiale non remboursable en utilisant un prêt personnel à taux d'intérêt élevé, mais le solde final de $22 000 est actuellement en retard de 3 jours. La mère de la mariée, Beverly Wilson, appelle mon personnel toutes les 4 heures, hurlant que son gendre milliardaire vire l'argent de ses comptes offshore, mais absolument rien n'est passé sur notre banque. Selon notre politique d'entreprise stricte, je suis censé annuler l'événement aujourd'hui et leur interdire l'accès au lieu. Je me suis penché en arrière dans ma chaise ergonomique en cuir et j'ai souri au plafond. Ils étaient noyés sous les dettes, contractant des prêts prédateurs pour payer la compte initiale, et maintenant ils temporisaient parce que Spencer n'avait évidemment pas les $22 000 pour couvrir le reste. C'était un château de cartes pathétique. N'annule pas l'événement, Marcus, lui ai-je dit, en gardant ma voix entièrement lisse et imperturbable. Laisse-les procéder à toute l'installation élaborée. Laisse-les amener leurs invités, leurs faux milliardaires du Connecticut et leurs voitures de luxe de location. Marcus a hésité une fraction de seconde. Vous êtes sûr, patronne, a-t-il demandé. Nous allons subir une perte totale sur la restauration et le personnel s'il ne paie pas le solde final. Marcus, c'est Chiara, ai-je dit, mon ton ne laissant absolument aucune place à la discussion. Je vois que la famille Wilson a réservé notre lieu pour vendredi. Laissez-les procéder. Je serai présente. Il y a eu un bref silence stupéfait à l'autre bout du fil avant que Marcus ne laisse échapper un petit rire entendu. Compris, patronne, a-t-il répondu, sa voix remplie d'un amusement nouveau. Nous leur déroulerons le tapis rouge. J'ai mis fin à l'appel et je me suis levé de mon bureau, me dirigeant vers la grande peinture abstraite accrochée au mur du fond de mon bureau. J'ai tiré la lourde toile en arrière pour révéler un coffre-fort mural numérique encastré caché derrière l'œuvre d'art. J'ai tapé ma combinaison sécurisée, et la lourde porte en acier s'est ouverte avec un doux bourdonnement mécanique. J'ai contourné les piles de liquidités d'urgence et les boîtes à bijoux en velours, allant jusqu'au fond pour sortir un épais dossier en manille. À l'intérieur, reposant en toute sécurité sur une pile de documents juridiques, se trouvait l'acte de propriété officiel enregistré du domaine Grand Onyx. J'ai passé mes doigts sur le sceau en or en relief qui prouvait que j'étais l'unique propriétaire de la propriété la plus exclusive et la plus chère de toute la région métropolitaine. Chantelle voulait que je porte quelque chose de bon marché pour ne pas me faire remarquer à son dîner de luxe factice. Elle pensait qu'elle allait parader avec son faux mari milliardaire devant moi et me bannir dans un coin comme une paysanne indésirable. Elle n'avait absolument aucune idée que je ne venais pas gâcher la fête en tant que sa sœur amère et jalouse. Je franchissais ces grandes portes en acajou en tant que propriétaire, et il était temps de percevoir le loyer. Le vendredi soir est arrivé, drapé dans le genre de chaleur épaisse du sud qui faisait pratiquement briller le marbre importé du domaine Grand Onyx sous les énormes projecteurs. Le lieu était un chef-d'œuvre absolu d'architecture moderne mêlé à une élégance classique, s'étendant sur 30 acres de terrain de premier choix. Les voituriers allaient et venaient en garant un défilé de véhicules de luxe de location tandis qu'un quatuor à cordes jouait doucement sur la terrasse botanique manucurée. Alors que mon chauffeur arrêtait la Maybach noire et élégante dans l'allée circulaire, j'ai observé la mascarade pathétique se dérouler à travers la vitre teintée. Mon père, Winston, se tenait sur les larges marches de pierre, fumant avec arrogance un gros cigare cubain. Il portait une veste de dîner en velours de location qui était légèrement trop serrée aux épaules, et il riait bruyamment, tapant dans le dos d'homme à qui il devait actuellement des milliers de dollars. Il jouait la performance ultime d'un patriarche riche, accueillant la haute société dans ce qu'il voulait désespérément que tout le monde croie être son royaume personnel. À quelques mètres de là, sous un imposant lustre en cristal dans le hall principal, se tenait Spencer. Il serrait un verre de champagne si fort que ses jointures étaient blanches. Juste à côté de lui se tenait un couple de blancs plus âgés et rigides qui avaient l'air complètement mal à l'aise dans leur peau. Ils étaient vêtus de vêtements de villégiature pastel rigides qui semblaient avoir été achetés directement sur un portant de solde dans un grand magasin discount. C'étaient censés être les milliardaires du Connecticut, les maîtres des comptes offshore et des fonds en fiducie massifs. Je les ai regardés sourire maladroitement à Chantelle, qui était drapée de soie lourde et de faux diamants, regardant ses futurs beaux-parents avec une cupidité pure et non filtrée. L'audace pure de la double escroquerie était presque belle à voir. Spencer était en fait allé jusqu'à engager 2 acteurs de théâtre communautaire local pour jouer ses riches parents. J'ai reconnu l'homme instantanément d'une publicité de fin de soirée pour un concessionnaire automobile local à bas prix. Et mes parents s'inclinaient devant eux, traitant ces acteurs à petit budget comme une royauté absolue tout en transpirant secrètement à cause de leur saisie imminente. Mon chauffeur a garé la Maybach directement au pied du grand escalier, bloquant complètement l'allée.
Le moteur a émis un grondement bas et puissant avant de s'éteindre. Le quatuor à cordes a semblé manquer un temps. Winston s'est arrêté au milieu d'un rire, baissant son cigare alors que le voiturier se précipitait pour m'ouvrir la porte. Chantelle m'avait explicitement envoyé un SMS plus tôt dans l'après-midi avec ses exigences pathétiques. Elle m'avait dit de porter quelque chose de bon marché pour ne pas me faire remarquer ou les embarrasser devant ces faux invités de la haute société. Je n'ai pas suivi son conseil. Je suis sorti de la Maybach vêtu d'un tailleur Tom Ford ivoire sur mesure qui me seyait à la perfection. La coupe nette du tissu en soie captait la lumière ambiante des lustres, me faisant ressembler à une apparition lumineuse sur le ciel sombre du soir. Je ne portais aucun bijou, à l'exception d'un unique tour de cou en diamant vintage, et mes talons de créateur claquaient sèchement contre le pavé. La pièce entière est devenue silencieuse. Les conversations se sont tues, les rires se sont évaporés, et chaque tête s'est tournée pour me regarder monter ces marches de marbre. Je possédais les pierres sur lesquelles ils se tenaient. Je possédais les lustres suspendus au-dessus de leur tête. Je possédais l'air qu'ils respiraient. Beverly a rompu le silence avant même que j'atteigne la dernière marche. Elle a abandonné sa conversation avec les faux milliardaires et a pratiquement sprinté à travers la terrasse, sa lourde robe perlée bruissant agressivement contre la pierre. Son visage était tordu en un masque de pure fureur et de panique. Elle a saisi mon bras, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans la soie coûteuse de mon costume. « Qu'est-ce que tu crois faire » a-t-elle sifflé, sa voix un murmure frénétique destiné uniquement à mes oreilles. « À qui as-tu loué cette voiture ? Es-tu complètement folle de venir ici habillée comme ça ? Tu essaies délibérément de voler la vedette à ta sœur lors de sa soirée spéciale juste parce que tu es amère et seule. » J'ai baissé les yeux sur sa main qui serrait mon bras, et elle l'a instinctivement retiré comme si le tissu l'avait brûlé. J'assiste simplement au dîner auquel j'ai été invité, mère, ai-je dit, ma voix portant une autorité froide et sans effort qui l'a fait tressaillir. Beverly a jeté un regard désespéré et paniqué en direction de Spencer et de ses parents de location. « Tu nous embarrasses » a-t-elle pratiquement grogné entre ses dents serrées. « Va t'asseoir au fond tout de suite. Ne parle à personne. Ne touche pas à la nourriture avant que tout le monde n'ait été servi. Tu as de la chance que Chantelle t'ait même autorisé à être ici après ta crise psychotique à la boutique de mariage. Reste juste à l'écart et ne gâche pas ça pour nous. » Avant que je puisse dire à ma mère exactement qui elle tentait de bannir au fond de la salle, une voix nous a interrompus. C'était un ton aigu et trop nasal qui ressemblait à quelqu'un faisant une très mauvaise imitation d'une mondaine de country club. « Oh, vous devez être la sœur à problème » a gazouillé la voix. Je me suis retourné pour voir la fausse mère de Spencer s'approcher de Beverly. La femme serrait une pochette en synthétique bon marché et me regardait avec un faux sourire condescendant qui était presque risible. On lui avait clairement donné un scénario très spécifique sur qui j'étais. Et elle se plongeait dans son rôle avec tout ce qu'elle avait, essayant de gagner le tarif horaire que Spencer lui promettait de lui payer. « Spencer nous a tout raconté sur vous », a continué l'actrice en secouant la tête avec un regard de pitié exagéré. Il nous a dit comment vous avez du mal à garder un emploi et comment vos parents doivent constamment vous soutenir à cause de vos problèmes personnels. C'est vraiment dommage, mais nous sommes si heureux que vous ayez pu venir ce soir. Nous savons que ce genre d'environnement formel peut être très écrasant pour les gens qui ne sont pas habitués au vrai luxe. Elle a tendu la main et a tapoté mon bras avec une raideur rigide et inconfortable. Essayez simplement de profiter du repas gratuit, ma chère, dit-elle, son faux sourire s'élargissant. Je suis sûr que vous n'avez pas souvent l'occasion de manger comme ça. Beverly avait l'air incroyablement satisfaite de cette interaction, bombant le torse et hochant la tête pendant que cette figurante engagée m'insultait en face. Ma mère croyait en fait que cette femme était une milliardaire du Connecticut, validant son illusion que j'étais l'échec de la famille. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas mise en colère. J'ai simplement regardé la femme droit dans les yeux. Je me suis approché d'une fraction de pouce, laissant le parfum cher et subtil de mon parfum sur mesure submerger son spray corporel bon marché de supermarché. Je n'ai pas levé la main pour la frapper, et je n'ai pas élevé la voix pour égaler son énergie frénétique. Au lieu de cela, j'ai laissé mon regard descendre lentement de son fond de teint mal estompé aux lourdes pierres scintillantes reposant contre sa clavicule. J'ai légèrement incliné la tête, feignant un moment d'admiration sincère avant de laisser un sourire sec et froid toucher mes lèvres. C'est un collier en zircone cubique vraiment magnifique, Suzanne, ai-je dit, ma voix portant parfaitement à travers le silence soudain de la pièce. Ou devrais-je dire Brenda de Central Casting?
Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, la vraie famille Harrington n'engage pas d'acteurs sur Craigslist pour jouer leurs parents le week-end. Quand j'ai commencé à enquêter sur les antécédents de Spencer après ce dîner de Thanksgiving désastreux, je m'attendais à trouver quelques titres de poste exagérés ou peut-être quelques dettes de cartes de crédit cachées. Je ne m'attendais jamais à trouver un homme dont toute l'existence était une fabrication soigneusement construite. Son vrai nom n'était même pas Spencer Harrington, et sa prétendue richesse générationnelle n'était rien de plus qu'une série de lignes de crédit maximisées et de prêts prédateurs. Mais les faux parents étaient vraiment son chef-d'œuvre. Il avait en fait publié une annonce de casting sur un site de talent local demandant un couple plus âgé et distingué pour jouer le rôle d'investisseur fortuné pour une retraite d'entreprise d'un week-end. J'avais les captures d'écran de l'annonce enregistrées directement sur mon téléphone, ainsi que leurs photos et leur CV d'acteur. Le silence qui a suivi mes paroles n'était pas seulement calme. C'était un vide suffocant qui semblait aspirer tout l'air du grand hall. Chaque invité, des commères de l'église aux membres de la famille élargie, a cessé de bouger. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause de la réalité. J'ai gardé les yeux rivés sur la femme, regardant la façade arrogante de Country Club fondre comme de la cire bon marché sous une lampe chauffante. Elle a ouvert la bouche pour parler, peut-être pour offrir une indignation répétée, mais les mots sont morts dans sa gorge. Elle savait que je savais. De l'autre côté du sol en marbre, l'illusion s'est complètement brisée. Spencer a pris une inspiration brusque et soudaine et a inhalé son champagne cher directement dans sa trachée. Il s'est plié en deux, toussant violemment, son visage devenant d'une teinte cramoisie profonde et marbrée alors que le liquide doré se répandait sur le devant de son smoking de location. Il a laissé tomber la flûte en cristal et elle s'est brisée contre le sol en marbre importé, résonnant comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. La femme qui se tenait devant moi a complètement perdu sa personnalité arrogante en quelques secondes. Le faux sourire condescendant a glissé de son visage, laissant place à un regard de panique pure et sans mélange. Ses yeux ont dardé sauvagement vers Spencer puis vers les immenses portes de sortie en acajou, comme si elle calculait la distance exacte jusqu'à sa voiture de fuite. L'homme plus âgé qui jouait son mari a littéralement fait un pas en arrière, tirant sur le col de sa chemise pastel mal ajustée. Il a marmonné quelque chose à voix basse sur le fait de ne pas être assez payé pour ce genre de drame et a attrapé le bras de la femme, essayant de la tirer subtilement vers le vestiaire. « Tu es folle » a hurlé Chantelle, sa voix résonnant contre les hauts plafonds voûtés et brisant le silence stupéfait de la pièce. Elle tremblait si violemment que la lourde soie de sa robe bruissait agressivement contre la pierre. Elle ne pouvait pas accepter la réalité de ce qui se passait. Elle avait misé toute son identité, toute son estime de soi, sur le mariage avec cette dynastie fictive. Si Spencer était un imposteur, alors elle n'était qu'une idiote qui avait aliéné sa seule sœur compétente pour un homme qui ne pouvait même pas se payer les chaussures qu'il portait. Elle s'est jetée en avant, comblant la distance entre nous jusqu'à ce que nous soyons poitrine contre poitrine. Je pouvais voir la terreur désespérée dans ses yeux, le besoin frénétique de maintenir le mensonge à tout prix. Elle a pointé un doigt tremblant directement sur mon visage, ses longs ongles en acrylique frôlant presque ma joue. « Tu es absolument psychotique, Chiara » a crié Chantelle, crachant les mots comme s'ils étaient du poison. « Tu es si jalouse de ma vie parfaite et de mon riche mari que tu inventes des délires insensés juste pour gâcher mon dîner de répétition. Je savais que nous n'aurions jamais dû te laisser entrer ici. Ta place est dans un hôpital psychiatrique, pas au domaine Grand Onyx. Que quelqu'un appelle la sécurité et sorte cette folle de ma vue tout de suite. » Beverly était en hyperventilation, se tenant la poitrine comme si elle allait s'évanouir sur le marbre italien importé. Elle regardait désespérément Spencer, le suppliant silencieusement de régler la situation, d'agiter sa baguette magique de milliardaire et de faire disparaître la méchante sœur pauvre. Mais Spencer toussait encore du champagne, et ses parents engagés se glissaient déjà par la porte latérale, abandonnant leur dernier cachet juste pour échapper à l'humiliation pure du moment. Les tantes de l'église qui m'avaient snobé une semaine plus tôt regardaient maintenant Chantelle et Beverly avec des expressions de jugement non dissimulées. Elles vibraient pratiquement de l'envie de répandre ce scandaleux commérage dans toute la congrégation. Avant que le personnel déconcerté du lieu ne puisse réagir aux cris de Chantelle, mon père a décidé que c'était son moment d'intervenir et de sauver l'image précieuse de sa famille. Winston s'est dirigé vers la petite scène où le quatuor à cordes jouait et a arraché le microphone directement du pied. Il l'a tapoté 2 fois, le son sourd et dur résonnant à travers les énormes haut-parleurs et exigeant l'attention de tous. « Sécurité » a-t-il beuglé dans le microphone, son visage violet de rage, les veines de son cou se gonflant contre son col de velours serré. Il était si habitué à contrôler le récit,
si habitué à m'intimider pour me soumettre, qu'il croyait honnêtement qu'il pouvait simplement me faire disparaître de la pièce en criant assez fort. Faites sortir cette femme jalouse et amère des lieux immédiatement. J'ai payé cher pour ce lieu de luxe, et c'est moi qui fais les règles ici. Je ne laisserai pas ma fille aînée gâcher cette belle soirée pour sa sœur avec ses mensonges pathétiques et son besoin désespéré d'attention. Jetez-la dans la rue où est sa place. Je suis resté impassible, laissant la réverbération de sa voix s'estomper dans l'air lourd du grand hall. Je n'ai pas reculé et je n'ai pas détourné le regard. J'ai lentement lissé un pli invisible sur la manche de mon costume Tom Ford, sentant le poids absolu de mon propre pouvoir. J'ai regardé les deux grands gardes de sécurité qui se tenaient près du grand escalier. C'étaient mes employés. Je payais leur salaire. Je signais leur chèque de bonus. Ils portaient des uniformes que ma société holding avait approuvés. Et ils se trouvaient dans un bâtiment que je possédais légalement, sans aucune charge. Ils ont regardé mon père, qui pointait toujours de manière dramatique vers la porte. Et puis ils m'ont regardé directement, leurs expressions entièrement neutres alors qu'ils attendaient mes ordres. Je n'ai pas eu besoin de dire un seul mot car avant même que je puisse ouvrir la bouche, le bruit lourd de pas mesurés a résonné sur le sol en marbre. Marcus, le directeur général du domaine Grand Onyx, se dirigeait résolument vers la petite scène. Il portait son uniforme anthracite immaculé et tenait un élégant dossier en cuir pour tablette. Le personnel du lieu s'est instantanément écarté pour lui, reconnaissant l'autorité tranquille d'un homme qui gérait quotidiennement des événements de plusieurs millions de dollars. Il ne m'a pas regardé. Il n'a pas regardé les gardes de sécurité qui attendaient toujours mon signal. Il est monté directement sur les quelques marches de la scène et s'est tenu juste à côté de mon père, qui serrait toujours le microphone avec un air d'autorité suprême et arrogante. Winston a légèrement baissé le microphone, regardant Marcus avec une expression suffisante et triomphante. Mon père s'attendait clairement à ce que le directeur du lieu fasse écho à ces demandes ridicules et ordonne à l'équipe de sécurité de me jeter hors du bâtiment. Il a bombé le torse, se préparant à assister à mon humiliation ultime. Au lieu de cela, Marcus s'est calmement penché et a arraché le microphone des mains moites de mon père. Il l'a fait avec un manque de respect si lisse et professionnel que Winston s'est retrouvé à saisir le vide. Marcus a tapoté le microphone une fois, s'assurant que le son sourd et dur résonnait clairement dans le grand hall avant de s'adresser à la salle silencieuse. En fait, Monsieur Wilson, vous n'avez rien payé, a dit Marcus, sa voix tonnant à travers les énormes haut-parleurs et rebondissant sur les lustres en cristal au-dessus. Winston s'est figé, son visage affichant une expression de choc pur et déconcerté. Le lourd cigare cubain a glissé de ses doigts tremblants et a atterri sur la scène avec un bruit sourd, dispersant des cendres grises sur le bois poli. Marcus n'a pas scié. Il a ouvert son dossier en cuir et a regardé son écran numérique, affichant les registres financiers pour que toute la salle puisse les voir. Le chèque de banque de 50 000 $ que vous avez fourni cet après-midi pour couvrir le solde final pour ce soir et la cérémonie de mariage de demain vient d'être refusé, a-t-il annoncé, sa voix dépourvue de toute sympathie ou hésitation. La banque a officiellement signalé votre compte pour fonds gravement insuffisant il y a moins de 20 minutes. À cet instant précis, vous êtes en violation de propriété privée et l'événement est officiellement annulé. La salle a éclaté en une frénésie absolue de halètements et de murmures horrifiés. C'était comme si quelqu'un avait jeté une grenade dégoupillée dans une maison de verre. Les riches dames de l'église avec leurs chapeaux ostentatoires ont complètement abandonné leur jugement précédent à mon égard et ont tourné leur chuchotement vicieux directement vers mes parents. Elles se sont penchées les unes vers les autres, les yeux écarquillés de joie malveillante, en réalisant que la riche famille Wilson n'était qu'une énorme fraude financière. Je pouvais entendre Sir Patterson saliver pratiquement en murmurant à la femme à côté d'elle que Beverly s'était vantée de tout payer en espèces pures dimanche dernier. Le doux son de leur réputation brisée était comme de la musique à mes oreilles. Mon père a commencé à bégayer de manière incontrôlable. La façade de patriarche arrogant a complètement fondu, laissant derrière lui un homme paniqué et désespéré, noyé dans son propre réseau de mensonges. Il a regardé frénétiquement la foule qui chuchotait, puis Marcus, agitant ses mains dans une tentative pathétique de reprendre le contrôle du récit. Il doit y avoir une erreur, a balbutié Winston, sa voix se brisant sous la pression d'une humiliation publique intense. J'ai transféré ces fonds moi-même. La banque a dû faire une erreur de routage. C'est une simple erreur administrative qui peut être corrigée immédiatement. Nous avons l'argent. Je vous le promets. Il s'est tourné sauvagement vers son faux gendre milliardaire,
qui s'essuyait toujours du champagne renversé de son smoking de location et essayait de se cacher derrière un énorme arrangement floral. « Spencer, mon fils, appelle la banque de ta famille tout de suite », a plaidé Winston, sa voix dégoulinant de panique désespérée. « Appelle ton gestionnaire de patrimoine et dis-leur de virer l'argent immédiatement. Nous ne pouvons pas laisser cette ridicule erreur bancaire gâcher le week-end parfait de Chantelle. Autorise simplement le transfert de ton fonds en fiducie pour que nous puissions continuer le dîner. » Chaque regard dans le grand hall s'est tourné vers Spencer. Le supposé héritier de la fortune du Connecticut ressemblait à un animal piégé pris dans les phares aveuglants d'un camion lancé à toute vitesse. Il a reculé devant mon père, transpirant abondamment sous l'éclat dur de l'éclairage du lieu. La façade coûteuse qu'il avait construite s'effritait en poussière sous nos yeux. Il a regardé autour de la pièce comme s'il cherchait une issue, mais les gardes de sécurité bloquaient déjà les portes de sortie principales. Ses parents acteurs engagés avaient déjà disparu dans la nuit, le laissant complètement seul pour affronter la musique. Mais mes fonds sont bloqués dans des investissements à l'étranger, balbutia Spencer, sa voix à peine un couinement. Il tira nerveusement sur son col serré, regardant partout sauf Chantelle ou mon père. Les virements internationaux prennent au moins 48 heures pour être compensés le week-end. Mon gestionnaire de patrimoine ne peut rien faire avant lundi matin. C'est un protocole strict pour les comptes offshore afin de prévenir la fraude. L'excuse était si manifestement pathétique que même les tantes de l'église ont laissé échapper des ricanements bruyants. C'était la réplique classique d'un escroc désespéré pris la main dans le sac. Tout le monde dans la pièce savait exactement ce que cela signifiait. Il n'y avait pas d'investissement à l'étranger. Il n'y avait pas de gestionnaire de patrimoine. Il n'y avait pas de domaine dans le Connecticut. Spencer était complètement et totalement fauché, et tout le mariage était une imposture construite sur des prêts prédateurs et une pure illusion. Chantelle a poussé un hurlement de déni aigu, enfouissant son visage dans ses mains alors que la réalité de son mariage ruiné s'abattait sur elle. Elle s'est effondrée à genoux sur le sol en marbre, sanglotant hystériquement dans sa coûteuse robe en soie. Mais Beverly avait l'air d'être sur le point d'avoir une véritable urgence médicale. Son monde entier s'effondrait en temps réel devant la foule même de la haute société qu'elle avait tout sacrifié pour impressionner. Les amis du country club à qui elle avait menti, les membres de l'église devant qui elle s'était vantée. Ils la regardaient tous avec une pitié non dissimulée et un dégoût absolu. La destruction sociale était totale et irréversible. Elle a regardé la silhouette transpirante et fuyante de Spencer, puis la foule qui chuchotait. Son cerveau ne pouvait tout simplement pas traiter le fait qu'elle avait été escroquée par un homme qu'elle avait choisi au détriment de sa propre chair et de son propre sang. Au lieu d'accepter la défaite ou de diriger sa colère contre l'homme qui les avait ruinés, son esprit a fait la seule chose qu'il savait faire. Elle a paniqué et a tourné sa colère absolue directement contre moi. Beverly s'est jetée sur la courte distance qui nous séparait, ses yeux écarquillés et fixes comme un animal acculé. Elle a saisi mon bras droit, ses ongles en acrylique parfaitement manucurés s'enfonçant si profondément dans la manche en soie de mon costume Tom Ford sur mesure que je pouvais les sentir mordre ma peau. La panique pure qui émanait de son corps était presque palpable, mais elle était entièrement éclipsée par son sentiment de droit toxique. Elle avait passé toute ma vie à me traiter comme un fardeau inopportun. Mais à la seconde même où son précieux château de cartes s'est effondré, elle s'est instantanément attendue à ce que je devienne son sauveur financier. « Chiara » a-t-elle sifflé, sa voix un murmure désespéré et venimeux qui était assez fort pour que les tantes de l'église les plus proches l'entendent. « Je sais que tu as ces 15 000 $. Donne-les au directeur tout de suite. Si tu ne paies pas pour ça, je te jure devant Dieu, je vais te ruiner. » Je suis resté là, regardant la femme qui m'avait mis au monde. Elle tremblait, sa lourde robe perlée se déplaçant maladroitement alors qu'elle essayait d'utiliser sa prise physique pour me forcer à obtempérer. Elle croyait honnêtement que ses menaces avaient encore du poids. Elle était si aveuglée par son propre désespoir qu'elle ne réalisait même pas que Spencer devait 22 000 $. Mais dans son état frénétique, elle criait juste le premier grand nombre qui lui venait à son esprit paniqué. Elle pensait que j'étais encore cette petite fille terrifiée qui viderait son compte d'épargne juste pour acheter une fraction de son amour conditionnel. Elle pensait que sa promesse de me ruiner était un ultimatum terrifiant plutôt qu'une blague pathétique. J'ai regardé sa main qui serrait mon bras. Je n'ai pas tressailli et je ne me suis pas retiré rapidement. Au lieu de cela, j'ai tendu la main gauche et, doucement mais avec une fermeté absolue et inflexible, j'ai enroulé mes doigts autour de son poignet. J'ai lentement décollé sa main de mon bras, arrachant ses ongles en acrylique de ma manche en soie un par un.
Je l'ai regardé droit dans ses yeux terrifiés, la laissant voir l'absence totale et absolue de peur dans les miens. J'ai reculé, créant une barrière physique entre nous qui reflétait le mur émotionnel que j'avais finalement construit. Tu ne peux pas ruiner quelqu'un qui ne se soucie plus de ton opinion, lui ai-je dit, ma voix basse et stable. Beverly a reculé d'un pas, sa bouche s'ouvrant et se fermant alors qu'elle essayait de comprendre le rejet absolu dans mes yeux. Elle s'est tournée pour regarder Chantelle, qui sanglotait toujours par terre, serrant sa robe de créateur ruiné. Elle a regardé Winston, qui se tenait figé près de la scène, le visage pâle et luisant de sueur nerveuse. Ils étaient tous complètement impuissants, et pour la première fois de ma vie, je ne me précipitais pas pour les sauver des conséquences de leur propre choix toxique. Je me suis détourné de ma mère et j'ai regardé vers la scène où Marcus se tenait toujours. Il observait toute la scène se dérouler avec le détachement calme et professionnel d'un homme qui avait vu d'innombrables familles riches imploser. J'ai levé la main et je lui ai fait un seul signe de tête sec. Marcus a compris immédiatement. Il est descendu de la petite estrade en bois et s'est dirigé directement vers moi, portant le lourd microphone noir. La foule s'est écartée pour lui, instinctivement, sentant que la dynamique du pouvoir dans la pièce avait fondamentalement changé. Winston a essayé de s'avancer pour l'intercepter, sa main tendue dans une faible tentative de reprendre son autorité perdue, mais Marcus est simplement passé à côté de lui sans même un regard de côté. Il s'est arrêté devant moi et m'a respectueusement tendu le microphone. Le métal lourd était frais et solide dans ma main. Je pouvais sentir les yeux de chaque invité brûler dans mon dos. Les faux milliardaires du Connecticut avaient complètement disparu. Les tantes de l'église retenaient leur souffle, et ma famille était piégée au centre du grand hall, attendant le coup de grâce final. Je me suis tourné pour faire face à la salle. Je ne me suis pas précipité. J'ai pris mon temps, laissant le silence s'étirer jusqu'à ce que la tension soit si épaisse qu'elle en était presque suffocante. J'ai levé le microphone et j'ai tapoté le dessus 2 fois. Le martèlement rythmique et sec a résonné à travers les énormes haut-parleurs du lieu, faisant taire les quelques chuchotements restants. Puis-je avoir votre attention à tous, ai-je dit, ma voix se projetant clairement et doucement à travers le domaine Grand Onyx. Ma mère vient d'exiger que je paie pour un lieu où, selon elle, je n'ai pas assez de classe pour être. Le halètement collectif qui a parcouru la foule était plus fort que le quatuor à cordes ne l'avait été. J'ai vu Sir Patterson se saisir physiquement de ses perles, ses yeux passant de moi à Beverly en état de choc absolu. J'ai arpenté lentement le sol en marbre, mes talons claquant au rythme de mes paroles. Il y a à peine 20 minutes, on m'a dit de me tenir au fond de la salle, ai-je continué, en gardant un ton conversationnel mais perçant. On m'a dit de rester hors de vue pour ne pas embarrasser cette famille devant la vraie haute société. Ma sœur m'a envoyé un SMS m'ordonnant explicitement de porter des vêtements bon marché parce qu'elle était terrifiée à l'idée que je puisse voler la vedette à son faux mari milliardaire. Et mon père, l'homme qui vient d'essayer d'ordonner à la sécurité de me jeter dans la rue, m'a banni du vrai mariage parce que j'ai refusé d'aider à financer ce mensonge élaboré et pathétique. J'ai fait une pause, laissant mes paroles s'imprégner de l'air lourd du grand hall. J'ai regardé Chantelle, qui avait finalement arrêté de pleurer assez longtemps pour me fixer avec un mélange de haine et d'horreur. J'ai regardé Spencer, qui se cachait toujours près de l'arrangement floral, transpirant à travers son smoking de location ruiné. Mais dès que l'argent vient à manquer, dès que le chèque de banque est refusé et que les comptes offshore se révèlent n'être qu'une escroquerie bon marché, soudain, on s'attend à ce que je prenne le relais et que je paie la facture, ai-je dit, ma voix résonnant contre les lustres en cristal. Soudain, mon argent sans classe est assez bon pour sauver la réputation de la famille Wilson. Soudain, la sœur qui a du mal à garder un emploi est censée remettre 15 000 $ à un directeur de lieu juste pour que les lumières restent allumées. Beverly a laissé échapper un sanglot étranglé, faisant un pas vers moi, les mains levées dans un geste de supplication désespérée. « Chiara, s'il te plaît » a-t-elle murmuré, sa voix se brisant sous le poids de son humiliation totale. « Arrête de faire ça. Nous sommes ta famille. Tu nous embarrasses devant tout le monde. » J'ai légèrement baissé le microphone, la regardant avec un détachement froid et stérile. « Je ne vous embarrasse pas, mère, ai-je dit doucement. Mais le microphone a capté chaque mot, le diffusant à toute la salle. Vous vous êtes embarrassé vous-même au moment où vous avez décidé de valoriser un faux compte en banque plutôt que votre propre chair et votre propre sang. Vous avez choisi un escroc parce qu'il vous a promis l'accès à un monde auquel vous n'appartenez pas. Et vous m'avez jeté parce que j'ai refusé de jouer le jeu de vos illusions. » J'ai relevé le microphone, me tournant pour m'adresser à la foule de commères de l'église et de parents éloignés confus.
Mon père vient de vous dire qu'il a payé pour ce lieu et que c'est lui qui fait les règles ici, ai-je annoncé. Mais malheureusement pour Winston, ce n'est qu'un de ses nombreux mensonges. Il ne fait pas les règles ici parce que son chèque a été refusé et son crédit est complètement détruit. Et Spencer Harrington, ou quel que soit son vrai nom, ne fait pas les règles ici parce que ses parents attendent actuellement un Uber près de la sortie de service, et son fonds en fiducie à l'étranger n'existe pas. J'ai fait un pas lent et délibéré vers le centre de la pièce, commandant l'espace avec une certitude absolue. La vérité, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne dans cette pièce qui a réellement le pouvoir de décider de ce qui se passe ce soir, ai-je dit, ma voix résonnant d'une autorité indéniable. Parce que je ne suis pas seulement la sœur que vous avez essayé de cacher dans un coin. Je suis l'unique propriétaire du domaine Grand Onyx. Le silence qui a suivi ma déclaration était absolu et profond. Personne n'a bougé. Personne n'a respiré. Beverly me regardait, la bouche bée de choc et d'incompréhension. Winston avait l'air d'avoir été physiquement frappé, reculant contre le bord de la scène. Chantel a laissé échapper un gémissement bas et angoissant, enfouissant à nouveau son visage dans ses mains alors que la vérité ultime détruisait enfin sa vie parfaite fictive. Je me tenais au centre de mon domaine, tenant le microphone et regardant ma famille réaliser que la fille qu'ils avaient rejetée était maintenant la seule à détenir les clés de leur monde entier. J'ai lentement regardé autour de la pièce, laissant mes yeux rencontrer les regards terrifiés de chaque personne qui avait passé la dernière semaine à me traiter comme une paysanne indésirable. Beverly était toujours figée, sa bouche s'ouvrant et se fermant alors que son cerveau court-circuitait complètement, essayant de traiter les mots qui venaient de résonner à travers les énormes haut-parleurs. Elle m'a regardé puis a regardé Marcus, s'attendant à ce qu'il rie et appelle la sécurité. Mais Marcus se tenait simplement au garde à vous, attendant ma prochaine commande. Winston ressemblait à un ballon dégonflé, sa veste de velours semblant soudain incroyablement bon marché alors qu'il me fixait avec des yeux écarquillés et fixes. J'ai ramené le microphone à mes lèvres, m'assurant que ma voix percerait le silence épais et suffocant. La vérité, c'est que je n'ai pas besoin de payer le directeur un seul centime, ai-je dit, mes mots les frappant comme des coups physiques. Parce que je possède le domaine Grand Onyx. Je possède l'entreprise de traiteurs de luxe dont vous êtes tous en train de manger. Et il se trouve que je possède également l'immeuble commercial du centre-ville où la fausse entreprise de technologie de Spencer est censée louer ses bureaux. J'ai fait un signe de tête vers le fond de la pièce où Marcus se dirigeait déjà vers le panneau de contrôle audiovisuel principal. Il a tapé une séquence rapide sur sa tablette et les énormes écrans numériques derrière la scène se sont allumés. C'étaient les écrans haute définition géants que Chantel avait spécifiquement demandé pour pouvoir diffuser un diaporama continu de son style de vie de luxe factice pendant la réception. Mais au lieu de voir des photos de Chantel et Spencer buvant du champagne bon marché sur des bateaux de location, toute la pièce a été soudainement confrontée à une réalité juridique crue et indéniable. Marcus a projeté l'acte de propriété officiel du comté directement sur les écrans massifs, affichant le document en énormes caractères noirs et blancs. Mon nom légal complet était estampillé tout en haut, me désignant comme l'unique directrice générale de la société holding propriétaire du domaine de 30 acres. D'une autre pression sur sa tablette, Marcus a changé l'écran pour montrer l'enregistrement commercial du service de traiteur d'élite, prouvant que j'en étais l'unique propriétaire. Et enfin, il a projeté un contrat de bail commercial, mettant en évidence le faux nom de société de Spencer et montrant qu'il était actuellement en retard de 3 mois de loyer pour un minuscule bureau en sous-sol sans fenêtre dans un immeuble que j'avais acheté il y a 2 ans. Le halètement collectif des plus de 100 invités a absolument aspiré l'air de la pièce. C'était une vague de choc viscéral qui a déferlé sur la foule, ne laissant que la dévastation dans son sillage. Les dames de l'église qui avaient passé toute la soirée à chuchoter sur mes vêtements bon marché regardaient maintenant les écrans massifs avec la mâchoire pratiquement au sol. Sir Patterson a en fait laissé tomber son verre de vin en cristal, le laissant se briser contre le marbre simplement parce que ses mains étaient devenues complètement molles de choc. Elle me regardait comme si je m'étais soudainement transformé en une monarque régnante juste sous leurs yeux. Chantel a poussé un son qui se situait entre un cri et un animal blessé. Elle s'est relevée du sol en se bousculant, trébuchant sur l'ourlet en soie lourde de sa robe ruinée, et a fixé les écrans avec une horreur pure et sans mélange. Elle a lu le contrat de location montrant la véritable situation financière de Spencer, et son visage a pris la couleur de la cendre. Toutes les vantardises qu'elle avait faites, toutes les remarques condescendantes qu'elle avait faites sur ma carrière et mon prétendu manque d'ambition revenaient maintenant pour l'étouffer. Elle a réalisé à ce moment précis qu'elle avait échangé sa propre sœur contre un homme qui ne pouvait même pas se payer un bureau en sous-sol. Spencer n'a même plus essayé de se défendre.
La projection de son contrat de location impayé était le dernier clou absolu dans son cercueil pathétique. Il s'est détourné des écrans et a fait un pas rapide et désespéré vers la sortie latérale, espérant se glisser dans l'ombre et disparaître dans la nuit avant que quiconque puisse lui demander les milliers de dollars qu'il avait escroqués à mon père. Mais les 2 gardes de sécurité massifs se sont immédiatement déplacés latéralement, de manière transparente, bloquant son chemin et croisant leurs bras sur leur large poitrine. Spencer a pratiquement rebondi sur eux, reculant en trébuchant et se réduisant à un désordre pathétique et tremblant. Winston a finalement retrouvé sa voix, bien qu'elle ne soit rien de plus qu'un sifflement rauque et haletant. Il a regardé les écrans puis m'a regardé, son visage entièrement dépourvu de son arrogance dominatrice habituelle. Il a fait un pas chancelant en avant, tendant une main tremblante dans ma direction. « Chiara » a-t-il murmuré, sa voix se brisant sous le poids de sa propre stupidité monumentale. « Chiara, s'il te plaît, ce doit être une sorte de malentendu. Tu ne peux pas posséder tout ça. Nous sommes tes parents. Tu nous l'aurais dit. Tu aurais dû nous le dire. » Tu ne m'as jamais donné de raison de te le dire, Winston, ai-je répondu, refusant même de l'appeler mon père. Tu as passé toute ma vie à mesurer ma valeur à ce que tu pensais que je pouvais apporter à ton statut social. Tu as regardé mon travail tranquille et acharné et tu l'as appelé un échec parce qu'il n'était pas accompagné d'une voiture de location tape à accent grave-l'œil ou d'un faux titre. Tu as laissé cet escroc entrer dans notre famille et tu t'es pratiquement prosterné devant lui simplement parce qu'il t'a dit exactement ce que vos cœurs avides voulaient entendre. Vous étiez si désespéré d'acheter votre place dans la haute société que vous avez hypothéqué toute votre vie à un homme qui louait ses parents à l'heure. Beverly a commencé à pleurer, de vraies larmes épaisses coulant sur son visage et ruinant son maquillage coûteux. Elle a tendu la main vers moi, ses mains tremblant violemment. « Chiara, nous avons fait une erreur » a-t-elle sangloté, sa voix résonnant pathétiquement dans la pièce silencieuse. « Nous essayons juste de donner à ta sœur un beau mariage. Nous essayons d'élever le nom de la famille. Tu as tout cet argent maintenant. Tu peux arranger ça. Tu peux payer le solde et nous pouvons simplement passer outre ce vilain malentendu. Nous sommes toujours une famille. Tu dois nous aider. » J'ai regardé la femme qui avait passé la dernière décennie à démolir mon estime de moi pièce par pièce. J'ai regardé le père qui venait d'ordonner que sa propre fille soit jetée dans la rue. J'ai regardé la sœur qui avait joyeusement participé à mon isolement juste pour s'assurer sa propre fausse couronne. Je ne ressentais absolument rien pour eux. Le besoin profond et désespéré de leur approbation qui avait hanté mon enfance avait complètement disparu, remplacé par une armure froide et impénétrable de ma propre fabrication. J'ai levé le microphone pour la dernière fois, laissant mon regard balayer toute l'assemblée en ruine. Mes yeux se sont rivés sur mes parents, regardant l'espoir désespéré vaciller dans leurs yeux remplis de larmes. Puisque le chèque a été refusé et que c'est ma propriété, j'annule officiellement ce mariage, ai-je dit, ma voix résonnant d'une autorité finale et absolue. Tout le monde a 15 minutes pour quitter mon domaine. Le compte à rebours de 15 minutes flottait dans l'air comme un poids physique s'abattant sur tout le monde dans le grand hall. Un chaos total et absolu a éclaté au moment où mes mots ont été pleinement enregistrés. Le quatuor à cordes a rapidement rangé ses instruments, abandonnant complètement sa liste de morceaux contractuels. Les dames de l'église qui s'étaient agrippées à leurs perles se sont soudainement précipitées vers le vestiaire, chuchotant frénétiquement entre elles alors qu'elles se dépêchaient d'échapper à l'humiliation. Mais la véritable explosion se produisait en plein centre de la pièce. Chantelle refusait d'accepter la réalité qui se déroulait devant elle. Elle s'est tournée sauvagement vers Spencer, sa lourde robe en soie perlée traînant sur le sol en marbre alors qu'elle se jetait sur lui. Elle a attrapé les revers de son smoking de location, ses mains tremblant violemment. Son maquillage de mariée parfait était complètement ruiné par des traînées sombres de mascara coulant sur ses joues rougies. « Dis-leur qu'elle ment » a crié Chantelle, sa voix se brisant de panique pure et désespérée. « Dis-leur que tu es riche, Spencer. Parle-leur du fonds en fiducie, du domaine du Connecticut et des comptes offshore. Dis-leur que c'est juste Chiara qui est une perdante jalouse et amère. » Spencer se tenait juste là, paralysé. Le sourire confiant et arrogant qu'il avait porté toute la soirée avait complètement disparu, remplacé par l'expression terrifiée d'un rat acculé. Il transpirait abondamment, l'humidité scintillant sur son front sous les lumières vives des lustres. Il ne pouvait même pas se résoudre à regarder Chantelle dans les yeux. Son regard a dardé nerveusement autour de la pièce, cherchant une issue, mais mes gardes de sécurité bloquaient toujours fermement les portes principales. Beverly était maintenant en hyperventilation, s'agrippant au bras de Winston pour se soutenir.
Elle a regardé Spencer avec de grands yeux suppliants, le priant silencieusement de sortir une carte noire et de me prouver que j'avais tort. Elle avait besoin qu'il soit le sauveur milliardaire qui la sauverait de la destruction sociale ultime. Mais Spencer a juste dégluti difficilement, sa pomme d'Adam oscillant alors qu'il essayait doucement de détacher les mains agrippantes de Chantelle de sa veste ruinée. Je ne lui ai pas donné la chance de formuler un autre mensonge pathétique. J'ai marché lentement vers la table à manger principale où les centres de table floraux élaborés et la verrerie en cristal étaient intacts. Marcus s'est avancé, anticipant parfaitement mon prochain mouvement, et m'a tendu un dossier en manille épais et lourd. Je l'ai tenu en l'air un moment, laissant la salle voir exactement ce que je tenais avant de le laisser tomber directement au centre de la table en marbre poli. Le claquement lourd du dossier épais frappant la pierre a résonné sèchement, coupant à travers les sanglots hystériques de Chantelle. Il ne peut rien leur dire, Chantelle, ai-je dit, ma voix parfaitement calme et stable, contrastant vivement avec son énergie frénétique, parce qu'il n'y a absolument plus rien à dire. J'ai ouvert le dossier épais, étalant les pages sur la table pour que tout le monde puisse les voir. Il n'y avait pas de document de fonds en fiducie ni de relevé bancaire offshore. Au lieu de cela, la table était couverte d'avis de recouvrement, de jugement par défaut et de vérification d'antécédents. J'ai regardé directement dans les yeux remplis de larmes de ma sœur, refusant de lui offrir la moindre once de sympathie. Spencer n'est pas un milliardaire du Connecticut, ai-je expliqué, laissant la vérité mordre sa délusion. Il a actuellement 300 000 $ de dette auprès de bookmakers clandestins. Il n'a pas de portefeuille d'investissement. Il a une grave dépendance au jeu qui a complètement détruit son crédit et l'a laissé fuir ses créanciers dans 3 États différents. Chantelle a laissé échapper un halètement étranglé, reculant comme si je l'avais physiquement frappé. Winston s'est penché sur la table, son visage prenant une teinte grisâtre maladive alors qu'il lisait les documents financiers surlignés, prouvant que l'homme dont il s'était vanté toute la nuit était entièrement fauché. Mais sa ruine financière n'est même pas le pire, ai-je continué, mon regard se déplaçant vers mes parents qui fixaient les documents avec une horreur absolue. Spencer est un escroc professionnel. Il a un schéma très spécifique et un public cible très spécifique. Il s'en prend aux familles noires peu sûres d'elles qui sont absolument désespérées de validation de la haute société et de proximité avec la blancheur. Il trouve des gens exactement comme vous, mère et père. Des gens qui sont si aveuglés par leur propre haine de soi et leur besoin désespéré d'impressionner leurs amis du country club qu'ils ignoreront complètement chaque signal d'alarme flagrant juste parce qu'un homme aux cheveux blonds et au pédigré factice leur promet une place à une table à laquelle ils n'appartiennent pas. Beverly a laissé échapper un sanglot bruyant, se couvrant la bouche de ses mains. La vérité était brutale et inéluctable. Ils avaient remis leurs économies et sacrifié leurs relations avec leur propre fille, tout cela pour une illusion raciste que Spencer leur avait savamment vendue. Ils savaient exactement comment manipuler leurs insécurités, jouant le rôle du sauveur blanc et riche tout en vidant secrètement leur compte en banque pour rembourser ses dettes de jeu. Et quant à ses parents distingués, ai-je dit, tournant mon attention vers le couple de blancs plus âgés qui tentait actuellement de se faufiler vers la cuisine de la restauration. Ce ne sont pas de riches investisseurs du Connecticut. Ce sont des acteurs de théâtre communautaire en difficulté qui ont répondu à une annonce sur Craigslist. Spencer les paye exactement 200 $ de l'heure pour se tenir ici et prétendre vous tolérer. La femme plus âgée s'est en fait figée en plein pas. Elle m'a regardé, puis a regardé Spencer, qui était toujours complètement silencieux. Elle n'a pas essayé de le nier ou de défendre son faux-fils. Au lieu de cela, elle a plongé la main dans sa pochette en synthétique, a sorti une poignée de serviettes de cocktail et les a simplement laissées tomber sur le plateau de service en argent le plus proche. Elle a tapoté l'épaule de l'homme plus âgé, et sans dire un seul mot, ils ont tous les deux littéralement couru hors du lieu, bousculant le personnel de restauration déconcerté et disparaissant dans la nuit pour prendre leur transport. Le son de leur pas rapide s'estompant a été le coup de grâce absolu. Spencer s'est retrouvé complètement seul au centre du domaine Grand Onyx. Son château de cartes s'était spectaculairement effondré. Les faux parents étaient partis. La fausse richesse était exposée et le faux prestige était détruit. Il a regardé Chantelle, qui le fixait avec un mélange de dégoût absolu et de prise de conscience fracassante. L'homme pour qui elle avait échangé son âme n'était rien d'autre qu'un imposteur fauché et désespéré. Et je suis resté là, observant les ruines de leur ambition pathétique, ne ressentant rien d'autre que la douce perfection absolue de ma propre victoire. La réalité écrasante de mes paroles n'a flotté dans l'air qu'une fraction de seconde avant que le chaos absolu n'explose. Je m'attendais à ce que Spencer tombe à genoux ou peut-être court vers la sortie de service pour rejoindre ses parents figurants engagés,
mais au lieu de cela, le rat acculé a montré les dents. Il a réalisé que la partie était entièrement terminée. Et s'il devait tomber, il était absolument déterminé à entraîner mes parents dans la boue avec lui. Il a essuyé la sueur nerveuse de son front, abandonnant complètement son accent raffiné du Connecticut et laissant un ton nasal et dur prendre le dessus. « Ne faites pas comme si vous valiez mieux que moi », a-t-il crié, en pointant un doigt tremblant directement sur Winston et Beverly. « Vous deux, vous êtes tout aussi fauchés que moi. » La salle entière a de nouveau halté collectivement, mais Spencer ne faisait que commencer. Il s'est éloigné des arrangements floraux et s'est dirigé vers mes parents, son visage tordu en un rictus vicieux. « Vous vous êtes tenu là et vous m'avez dit que vous aviez un fonds en fiducie familial d'1 million de dollars, a-t-il hurlé, sa voix résonnant dans le grand hall. Vous m'avez paradé dans votre country club en agissant comme si vous étiez de la royauté alors que je sais pertinemment que vous avez contracté une deuxième hypothèque sur votre maison juste pour payer la bague de fiançailles que j'ai donnée à votre fille. Vous êtes une bande d'imposteurs qui jouent à se déguiser. » L'audace pure de sa confession était comme de l'essence versée directement sur un feu rugissant. La façade soigneusement entretenue d'excellence noire que mes parents avaient passé leur vie à cultiver a été complètement et totalement brisée en quelques secondes. J'ai regardé au-delà d'eux et j'ai vu que presque toutes les dames de l'église et les parents éloignés avaient sorti leur smartphone. La lueur crue des lumières d'enregistrement illuminait les coins sombres de la pièce alors que Sir Patterson et le reste de la congrégation documentaient avec empressement la chute spectaculaire de l'arrogante famille Wilson. Ces images circuleraient dans les groupes de discussion de l'église avant même la fin de la nuit. Chantel a poussé un son que je ne peux décrire que comme un cri primal d'agonie pure. L'illusion de son mariage parfait dans la haute société était entièrement morte, et l'humiliation de savoir que sa bague de fiançailles était financée par la deuxième hypothèque de nos parents a été la goutte d'eau. Elle a abandonné tout reste de décorum et s'est lancée directement sur Spencer. Elle a martelé sa poitrine de ses poings, sa lourde robe en soie se déchirant aux coutures alors qu'elle commençait à le frapper à plusieurs reprises. « Tu as ruiné ma vie, espèce de perdant fauché », a-t-elle hurlé hystériquement, frappant les revers de son smoking de location pendant qu'il reculait en trébuchant, essayant de protéger son visage de ses ongles en acrylique manucurés. J'ai observé l'altercation physique avec un détachement émotionnel complet, restant entièrement immobile dans mon costume Tom Ford sur mesure alors que les gardes de sécurité de ma société holding s'avançaient enfin pour arracher ma sœur hurlante du mari frauduleux. Ils les ont facilement séparés, retenant une Chantel se débattant, tandis que Spencer ajustait désespérément son col déchiré et cherchait une issue. Winston ne criait pas. Il n'essayait pas de rétablir l'ordre ou de commander la pièce. Mon père, l'homme qui avait toujours dirigé notre foyer d'une main de fer et d'une voix forte, chancelait actuellement en arrière contre le bord de la petite scène en bois. Il a porté une main tremblante à sa poitrine, agrippant le tissu de sa veste de velours bon marché juste au-dessus de son cœur. Son visage avait pris une teinte gris pâle terrifiante, et sa bouche s'ouvrait et se fermait silencieusement alors qu'il luttait pour aspirer de l'air dans ses poumons. Il regardait les écrans lumineux des smartphones pointés dans sa direction, réalisant avec une clarté brutale qu'il venait de perdre sa maison, ses économies et sa précieuse réputation, tout cela en une seule soirée. Toute la communauté savait maintenant qu'il était un imposteur en faillite qui avait vendu sa propre famille pour une proximité désespérée avec la richesse. Le personnel du lieu faisait discrètement sortir les derniers invités déconcertés vers le vestiaire, clairement instruit par Marcus de vider la salle aussi rapidement que possible. Les doux murmures de commérages brutaux flottaient dans l'air alors que la congrégation sortait, jetant des regards dégoûtés et apitoyés sur mon père, qui s'appuyait maintenant lourdement contre le mur, essayant juste de rester debout. Mais c'est Beverly qui a vraiment livré l'acte final de cette tragédie pathétique. Elle a regardé Winston se tenant la poitrine. Elle a regardé Chantel hurlant dans les bras de mes gardes de sécurité. Et elle a regardé l'espace vide où son avenir dans la haute société était censé se trouver. Son cerveau a finalement traité la finalité absolue de mon ultimatum de 15 minutes. Les comptes en banque étaient vides, le crédit était détruit, et la maison était hypothéquée jusqu'au cou. Il n'y avait pas de plan de sauvetage secret venant d'un milliardaire du Connecticut. Il n'y avait que moi. Beverly s'est tournée vers moi, ses yeux écarquillés et injectés de sang, son maquillage coûteux complètement délavé par des rivières de larmes paniquées. Elle n'a pas crié, et elle n'a pas lancé d'autres menaces toxiques. Au lieu de cela, ma mère, la femme qui avait passé toute mon enfance à me dire que j'étais une déception inutile, s'est simplement effondrée. Elle est tombée lourdement à genoux sur le sol en marbre importé. Le lourd perlage de sa robe a raclé contre la pierre alors qu'elle se précipitait en avant, comblant la distance entre nous. Avant que je puisse reculer,
Elle a tendu la main et a attrapé le tissu de mon coûteux pantalon de costume ivoire, ses mains tremblant si violemment que je pouvais sentir la vibration à travers la soie. « Chiara, ma chérie, s'il te plaît » a-t-elle gémi, sa voix un sanglot brisé et désespéré qui a résonné dans la pièce qui se vidait. « Nous sommes ta famille. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. S'il te plaît, sauve-nous. » J'ai regardé la femme agenouillée sur le sol, s'agrippant à ma jambe de pantalon comme un marin qui se noie s'agrippant à une bouée de sauvetage. Beverly pleurait de manière incontrôlable, ses larmes imbibant le tissu en soie immaculé de mon costume, mais je n'ai ressenti absolument aucun instinct de la réconforter. Il n'y avait pas de pitié dans mon cœur et pas de chaleur dans mes yeux. J'étais entièrement vide du désir désespéré de l'enfance qui me faisait autrefois bondir à son secours chaque fois qu'elle claquait des doigts. Elle me suppliait de la sauver au nom de la famille, mais elle avait passé toute mon existence à prouver que le sang ne signifiait absolument rien en matière de loyauté. J'ai tendu la main et j'ai lentement décollé ses doigts tremblants de mon pantalon un par un, tout comme je l'avais fait quand elle avait attrapé mon bras plus tôt. J'ai fait un pas délibéré en arrière, coupant la connexion physique entre nous. « Famille » ai-je dit, le mot résonnant contre les hauts plafonds avec une finalité froide et stérile. La famille n'appelle pas sa propre fille un échec pendant 5 années consécutives juste parce qu'elle refuse de s'intégrer dans un moule superficiel et pathétique. La famille n'essaie pas secrètement de voler les fonds d'épargne d'urgence de son propre enfant pour payer des cotisations de country club qu'elle ne peut pas se permettre. Et la famille ne sacrifie certainement pas sa chair et son sang sur l'autel de l'opinion publique juste pour impressionner un escroc raciste et fauché. Beverly a laissé échapper un gémissement fort et angoissant, se balançant en arrière sur ses talons et se couvrant le visage de ses mains. Elle savait que chaque mot était vrai et elle savait que les dames de l'église qui traînaient près du vestiaire buvaient chaque détail misérable de sa mise à nu. Pendant des années, elle avait tissé un magnifique récit fictif sur notre parfaite famille riche. Mais maintenant, la vérité laide et pourrie était mise à nu sous les lustres en cristal brillant de mon propre domaine. Je n'ai pas attendu qu'elle formule une autre excuse pathétique. J'ai simplement levé la main et j'ai attiré l'attention de Marcus, lui faisant un seul signe de tête décisif. Marcus a immédiatement tapoté son oreillette, et en quelques secondes, les lourdes portes en chaîne du grand hall se sont ouvertes. Une équipe de 6 gardes de sécurité massives vêtus de costumes noirs impeccables est entrée dans la pièce, se déplaçant avec une précision calme et terrifiante. Ils n'ont pas crié, et ils ne portaient pas d'armes, mais leur simple présence physique dégageait une politique de tolérance zéro absolue pour tout drame supplémentaire. L'arrivée soudaine des gardes a finalement brisé le sort qui maintenait Spencer paralysé. Il a jeté un regard au mur de muscles qui s'approchait et a complètement abandonné le navire. Il n'a pas regardé Chantelle, et il n'a pas essayé d'aider son prétendu beau-père, qui sifflait toujours contre le bord de la Seine. Spencer a tourné les talons et s'est mis à courir à toute vitesse vers la sortie latérale, bousculant un serveur déconcerté et se jetant pratiquement dans la nuit noire. Il savait que les parents en colère et les tantes de l'église humiliées chuchotaient déjà sur les centaines de dollars qu'ils avaient contribués à la liste de mariage, et il n'allait pas rester pour faire face à leur colère. Son départ soudain et lâche a déclenché l'effondrement final et absolu de ma sœur. Chantelle a commencé à hyperventiler, son souffle devenant des halètements saccadés et frénétiques alors qu'elle réalisait qu'elle avait été laissée entièrement seule. Elle est tombée sur le sol en marbre à côté de notre mère, agrippant la lourde soie ruinée de sa robe de mariée et sanglotant si violemment que tout son corps tremblait. La mariée parfaite était réduite à un tas de tuiles de maquillage ruiné, haletant pour respirer alors que sa vie fictive dans la haute société volait en éclats en 1 million de morceaux irrécupérables. Winston a essayé de s'avancer, son visage luisant de sueur nerveuse alors qu'il levait une main tremblante vers le garde de sécurité le plus proche. « Attendez une minute » a-t-il balbutié, essayant de retrouver sa vieille voix autoritaire et retentissante. « Nous sommes la famille Wilson. Vous ne pouvez pas nous faire ça. » Le garde n'a même pas scié. Il s'est doucement interposé sur le chemin de Winston, posant une main ferme et inflexible sur l'épaule de mon père et le tournant physiquement vers l'entrée principale. « Le temps de parler est terminé, monsieur, » a dit le garde, sa voix un baryton bas et grondant qui a complètement dominé les protestations de Winston. « Il est temps pour vous de quitter les lieux immédiatement. » Les autres gardes se sont déplacés efficacement, entourant Beverly et Chantelle et les relevant. Beverly a essayé de m'atteindre une dernière fois, criant mon nom à travers ses larmes, mais les gardes ont expertement bloqué son chemin, l'escortant en arrière vers les grandes portes doubles. Chantelle pouvait à peine marcher, ses jambes cédant sous le poids de son humiliation totale, forçant deux gardes à la porter pratiquement par les bras. À travers les immenses fenêtres en verre flanquant l'entrée,
je pouvais voir qu'une pluie torrentielle et lourde avait commencé à tomber. Il pleuvait à verse, l'eau froide et sombre fouettant le verre en lourde nappe. Mes parents étaient arrivés dans une limousine de location qu'ils ne pouvaient plus se permettre de faire attendre, ce qui signifiait qu'ils allaient être jetés directement dans la tempête glaciale sans aucun endroit où aller. Je n'ai pas ressenti la moindre culpabilité. Je suis resté parfaitement immobile au centre du grand hall, regardant l'équipe de sécurité escorter physiquement les personnes qui m'avaient maltraité toute ma vie vers la sortie. Winston protestait faiblement. Beverly sanglotait mon nom. Et Chantel était complètement catatonique. Les lourdes portes en chêne se sont ouvertes, laissant entrer une rafale de pluie glaciale et de vent humide qui a balayé le sol en marbre. Je n'ai pas attendu de les voir franchir le seuil. J'ai tourné le dos à toute cette scène pathétique, me détachant complètement de leur ruine. J'ai marché lentement et délibérément vers le grand escalier majestueux qui menait à la suite privée du propriétaire au 2e étage. Mes talons claquaient doucement contre le marbre. Chaque pas était une confirmation rythmique de ma liberté absolue. Derrière moi, j'ai entendu le bruit sourd des portes d'entrée se refermant enfin, les scellant dehors sous la pluie froide et me laissant entièrement seul dans la chaleur calme et magnifique de mon propre empire. 48 heures plus tard, j'étais assise dehors sur le vaste balcon en verre de mon appartement penthouse du centre-ville. L'air du matin était vif et frais contre ma peau. J'ai pris une lente gorgée de mon café noir, laissant le riche rôti sombre réchauffer ma poitrine. L'horizon de la ville s'étendait devant moi, un magnifique labyrinthe tentaculaire d'acier et de verre que j'avais conquis entièrement par moi-même. J'ai posé ma tasse en céramique sur la table du patio et j'ai pris mon téléphone. L'écran s'est allumé, affichant un mur stupéfiant de notifications. Il y avait 73 appels manqués de Beverly, 45 appels manqués de Winston, 30 appels manqués de Chantel. L'icône de la messagerie vocale se trouvait en haut de l'écran, brillant d'une notification rouge vif qui disait simplement « 102 nouveaux messages ». Ils avaient passé tout le week-end à essayer désespérément de franchir les murs que j'avais finalement construits autour de moi. J'ai appuyé sur un bouton et j'ai mis le téléphone sur haut-parleur, laissant leur voix dériver sur le balcon. Les premiers messages étaient exactement ce à quoi je m'attendais. La voix de Winston a retenti à travers le minuscule haut-parleur, épaisse de cette rage toxique familière. Il a exigé que je le rappelle immédiatement. Il a crié à quel point j'étais irrespectueuse et comment je l'avais complètement humilié devant toute sa congrégation. Il m'a traité d'enfant vindicative et amère qui allait brûler en enfer pour avoir manqué de respect à ses parents. Les premiers messages de Beverly étaient tout aussi venimeux. Elle a hurlé que j'avais gâché le jour spécial de Chantel par pure jalousie. Elle a juré qu'elle s'assurerait que tout le monde dans notre famille sache quel monstre j'étais vraiment. J'ai pris une autre gorgée de mon café, regardant la circulation matinale se déplacer dans les rues en contrebas. Les messages ont rapidement changé de ton alors que la réalité de leur situation commençait à s'installer. La rage s'est dissoute en une manipulation émotionnelle pathétique. Beverly a laissé un message vocal de 10 minutes, pleurant doucement dans le récepteur. Elle a parlé de la façon dont elle m'avait porté dans son ventre et comment elle avait sacrifié ses meilleures années pour mettre de la nourriture sur la table. Elle a essayé de me rappeler des souvenirs d'enfance qui n'avaient jamais vraiment eu lieu, peignant une image fictive d'un lien mère-fille aimant. Winston a laissé un message citant des versets de la Bible sur le pardon et le devoir familial. Il a parlé de sa douce voix de pasteur, essayant de ressembler à un aîné sage guidant une brebis égarée vers le troupeau. Il a dit que la famille, c'est le sang, et que le sang signifie qu'on ne tourne jamais le dos les uns aux autres, même quand les sentiments sont blessés. Famille, ai-je pensé, laissant le mot tourner dans mon esprit. La famille n'appelle pas sa fille un échec les pendant 5 ans. La famille n'essaie pas de voler ses fonds d'urgence. La famille ne sacrifie pas son enfant sur l'autel de l'opinion publique juste pour impressionner un raciste fauché. Le dernier lot de messages vocaux était là où se trouvait la véritable dévastation. Le dimanche matin, la façade était complètement tombée. La voix de Beverly était rauque à force de crier et de sangloter. « Kiara, tu dois décrocher le téléphone », a-t-elle gémi, sa voix se brisant sous le poids de sa ruine absolue. La banque a appelé Winston samedi matin. Ils entament la procédure de saisie de notre maison. Nous allons tout perdre, Kiara. Nous n'avons nulle part où aller. Le message suivant était de Chantel, et elle semblait complètement hystérique. Ces mots sortaient si vite que je pouvais à peine la comprendre entre ses sanglots haletants. Spencer est parti, Kiara, a-t-elle pleuré. Il a fait ses valises au milieu de la nuit et il a pris ma voiture. Il a littéralement volé ma Mercedes et est parti.
Son téléphone est déconnecté et la police a dit qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui en Géorgie. Il a pris mes cartes de crédit d'urgence. Chiara, il a tout pris. S'il te plaît, je suis tellement désolé pour tout ce que j'ai dit. S'il te plaît, laisse-moi juste venir rester avec toi. Le dernier message de Winston était un murmure brisé et vaincu. Il ressemblait à un homme qui avait vieilli de 20 ans en 2 jours. Le conseil de l'église a tenu une réunion d'urgence hier soir, Chiara, a-t-il dit, la voix tremblante. Sir Patterson a raconté à tout le monde ce qui s'est passé au domaine. Ils savent pour les chèques sans provision et le faux milliardaire. Le pasteur a demandé à Beverly et à moi de démissionner de tous nos postes de direction. Nous sommes ruinés dans cette communauté. Nous ne pouvons même pas nous montrer au service du dimanche. Le tout dernier message vocal était de Beverly. C'était juste un flot de supplications brutes et pathétiques. Chiara, s'il te plaît, sanglotait-elle, sa voix résonnant depuis le téléphone. Tu as tellement d'argent. Nous avons vu les actes de propriété. Nous avons vu les entreprises. Tu es une millionnaire, Chiara. Donne-nous juste $1 million. Ce n'est rien pour toi. C'est de l'argent de poche pour une fille dans ta position. Nous sommes tes parents, Chiara. Nous t'avons donné la vie. Tu nous dois ça. Fais juste le virement et nous ne te dérangerons plus jamais. S'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît, sauve-nous. Le message s'est terminé par un clic sec, ne laissant que le doux bourdonnement du trafic de la ville monter jusqu'à mon balcon. Je suis restée assise là, sous le soleil du matin, regardant l'écran lumineux de mon téléphone. Je n'ai pas ressenti la moindre pitié pour les personnes qui m'avaient mis au monde. Je n'ai pas ressenti une once de sympathie pour la sœur qui avait joyeusement participé à mes abus. Ils avaient construit leur propre château de cartes, et ils pouvaient s'enterrer sous les décombres. J'ai tapoté l'écran, ouvrant le menu de la messagerie vocale. Je n'ai pas hésité. J'ai appuyé sur le bouton rouge qui disait « Supprimer tout ». Les 102 messages ont disparu dans le vide numérique, complètement effacés de mon existence. J'ai ouvert ma liste de contacts et j'ai fait défiler jusqu'au nom de Beverly. J'ai appuyé sur bloquer. J'ai fait défiler jusqu'à Winston et j'ai appuyé sur bloquer. J'ai fait défiler jusqu'à Chantel et j'ai appuyé sur bloquer. J'ai posé mon téléphone face contre la table en verre et j'ai repris mon café. L'air semblait incroyablement pur. Le lundi suivant, je suis entré dans les bureaux en verre élégant de mon équipe juridique pour finaliser une ordonnance restrictive permanente contre Beverly, Winston et Chantel. J'ai signé les papiers d'une main ferme, sentant les dernières lourdes chaînes de mon passé tomber complètement. Au cours des mois suivants, les retombées de leur choix toxique se sont déroulées exactement comme prévu. Sans mon sauvetage financier, mes parents ont été expulsés de leur maison coloniale et contraints de déménager dans un minuscule appartement délabré à la périphérie de la ville. Chantel a perdu sa vie parfaite dans la haute société et travaillait actuellement à un emploi de détail au salaire minimum, l'air absolument misérable alors qu'elle encaissait les clients. Quant à Spencer, il a été arrêté pour fraude criminelle dans un autre état, le laissant exactement là où il devait être. J'étais assise à la tête d'une immense table de salle de conférence en acajou, entourée de ma vraie famille, de mes amis fidèles, de mes partenaires commerciaux de confiance et des personnes qui m'ont réellement soutenu quand je n'avais rien. Ils pensaient que mon silence était de la faiblesse. Ils ne réalisaient pas que pendant qu'ils étaient occupés à jouer les riches, j'étais occupé à construire un empire. Le sang vous rend parent, mais la loyauté vous rend famille. Ne laissez jamais personne vous forcer à vous immoler par le feu juste pour maintenir leur fausse image au chaud. J'ai souri avec confiance, laissant la paix absolue de ma nouvelle vie parler d'elle-même. La leçon ultime de cette histoire est que le sang n'est pas synonyme de famille, et que la loyauté ne s'achète pas. Pendant des années, Chiara a été traitée comme un bouc émissaire, censé sacrifier son bien-être pour maintenir les illusions toxiques de ses parents. Son parcours nous apprend à ne jamais nous immoler par le feu juste pour réchauffer des parents toxiques. Le vrai pouvoir vient de la reconnaissance de sa propre valeur, du refus de la manipulation et de la construction d'un empire selon ses propres termes. La vraie paix, c'est de se choisir enfin soi-même. Avez-vous déjà coupé les ponts avec une famille toxique pour protéger votre tranquillité? Partagez votre histoire ci-dessous et abonnez-vous pour plus de contenu inspirant. La leçon ultime de cette histoire est que le sang n'est pas synonyme de famille et que la loyauté ne s'achète pas pendant des années. Chiara a été traitée comme un bouc émissaire censé sacrifier son bien-être pour maintenir les illusions toxiques de ses parents.
Son parcours nous apprend à ne jamais nous immoler par le feu juste pour réchauffer des parents toxiques. Le vrai pouvoir vient de la reconnaissance de sa propre valeur, du refus de la manipulation et de la construction d'un empire selon ses propres termes. La vraie paix, c'est de se choisir enfin soi-même. Avez-vous déjà coupé les ponts avec une famille toxique pour protéger votre paix? Partagez votre histoire ci-dessous et abonnez-vous pour plus de contenu inspirant.